Euh, Ça y est, je crois qu'on va y arriver. Oui, bon, c'est mis. C'est mis? Ok. Bon, on va partir comme ça, du coup. Hop, il y a encore quelqu'un qui nous rejoint. On est sur Zoom. Voilà. Yes, c'est chouette de voir. Il y a des visages que je reconnais. Hop. Du coup, est-ce que on va démarrer déjà avec ça? Est-ce que tout le monde m'entend bien et me voit? Ouais, c'est tout bon. Oui, oui, Lorraine aussi. Yes. Evelyne, c'est bon? oui, oui, oui. Steph et Marie, est-ce que c'est bon? Tu m'entends et tu vois? Ok. Et Céro en bas, j'ai pas le prénom, mais est-ce que tu m'entends et tu vois bien? Ah, on t'entend pas, mais est-ce que tu peux faire un petit signe avec ton pouce comme quoi c'est bon? Ok, super. Bon, eh ben, bienvenue à tout le monde. Bonsoir à toutes. Du coup, c'est que des femmes ce soir. Et pour ceux qui sont en live sur Facebook, ben, je vous invite à, si vous voulez être plus dans l'interaction, parce que moi maintenant, ça y est, je suis sur l'écran Zoom. Donc, je sais que c'est diffusé en live sur Facebook, mais je ne pourrai pas lire vos commentaires sur Facebook. Donc, encore une fois, si vous avez des questions et que vous voulez interagir, eh ben, le mieux, c'est de rejoindre Zoom. Le lien, il suffit d'aller sur mon mur Facebook Claire Morinière. Il y a le lien Zoom, il n'y a plus qu'à cliquer dessus, d'installer l'application si vous ne l'avez pas, ça prend 2 minutes. Vous cliquez sur le lien et puis vous êtes là avec nous. Voilà, ça sera plus simple pour moi parce que voilà, j'ai pas d'assistant ou d'assistante qui peut à la fois être sur Facebook et regarder vos commentaires. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre ici. Mon image est figée. Alors ça doit être ma connexion qui est ballot. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Mais je t'entends, ok. Oui, Ouais, je suis oui. désolée. Il y a des fois, ça fonctionne et je devais avoir une nouvelle box que je n'aurai que dans une semaine. Donc, du coup, c'est mon téléphone qui est en train d'envoyer Internet à mon ordi. Donc, s'il y a les images figées ou quelque chose comme ça peut. Alors, si vous me voyez trop figé, parfois d'enlever votre vidéo et de la remettre, ça peut faire que je réapparais net. Allez savoir pourquoi, mais on a expérimenté ça. Et au niveau technique, vous pouvez me revoir net en faisant ça. Donc voilà pour ça. Euh, donc si tout le monde m'entend, c'est tout bon. Voilà, c'est en route aussi. Et voilà. Alors peut-être, donc je rappelle Claire Morinière. Hop, et il y a encore quelqu'un qui nous rejoint, Aline. Donc Claire Morinière, accompagnez votre vie. Et j'attends qu'Aline nous rejoigne. Bon, en même temps, elle me connaît. Donc je démarre et elle va nous arriver en même temps. Donc, Claire Morinière accompagne votre vie. Voilà, je suis experte en médecine holistique, la conscience, la globalité du corps pris dans son entièreté au niveau physique, émotionnel et mental, et experte en éducation somatique, la conscience du corps, soma. Voilà, et j'accompagne notamment les grossesses et naissances et les fins de vie. Et donc, tous les jeudis soirs, je propose des causeries à 19 heures, comme vous l'avez fait là, avec ce lien Zoom. C'est toujours le même avec la retranscription Facebook qui est là. Et puis après, pour ceux qui ne peuvent pas, il y a un replay sur ma chaîne YouTube qui sera mis, Claire Morinière. Voilà. Donc, vous savez tout au niveau technique. Et puis donc, ce soir, j'avais envie de vous parler parce que en période de confinement, j'ai eu pas mal, à peu près tous les jours, j'ai des couples et notamment des femmes enceintes qui m'appellent et aussi des personnes désespérées parce qu'elles ne peuvent pas accompagner comme elles voudraient leurs proches qui sont en fin de vie. Voilà, de mais comment on peut faire et au secours, un peu un appel au secours. Du coup, j'ai décidé de ce soir vous parler les peurs en fait qui peuvent être effeuillées dans cette période de confinement pour tout le monde et encore plus liées aux naissances, au grand passage en fait, aux naissances et au départ où ça peut vraiment réveiller des grandes peurs en fait, amener beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, parfois un sentiment de ne pas avoir les outils, quoi, de pas savoir quoi faire, de se sentir démuni face à ce qui arrive. Voilà, donc du coup, je voulais déjà
vous présenter la peur. Qu'est-ce que c'est la peur? Donc, le déroulé, ça va être ça, en fait. Je vais vous parler un peu de qu'est-ce que c'est la peur, qu'est-ce qui se passe. Alors, Aline, si tu dis quelque chose, je crois, ça grésille. Excuse-moi, c'est bon, j'éteins mon micro. Ah, yes, je croyais qu'il y avait un truc qui marchait. Bon, super. J'éteins, j'avais Et pas du vu. coup, il y a... Du coup, donc la peur de ce que c'est, de ce qui se passe dans le corps quand il y a la peur qui est là. Du coup, on tourne, il y a un cercle qui est en route. Et comment moi, je vais vous donner des billes pour rentrer dans un cercle vertueux qui amène vers la sérénité, quoi qu'il arrive. En prenant en compte cette période de confinement, voilà, avec les restrictions qu'on a suivant les cultures qui peuvent bouger, mais quand même, on est un peu tous restreints dans le monde. Donc voilà. Donc en gros, je regarde en même temps ce que j'ai noté moi. Donc en gros, la peur, c'est vraiment une émotion qui est là en général en cas de danger, qui vient chercher à l'intérieur de nous la survie. En fait. Quand il y a une peur qui est là, c'est pour ça qu'elle est là. Et c'est ça, à la base, la peur, c'est vraiment une émotion qui est saine depuis la nuit des temps. C'est parce que nos ancêtres ont eu peur du lion, c'est parce que nos ancêtres ont eu peur de tout ce qui est étranger qui font qu'ils ont développé des mécanismes de survie qui fait qu'on est là aujourd'hui, l'humanité. Et qu'on continue à enfanter et qu'on est dans un certain confort et une certaine qualité de vie. Donc, c'est quelque chose de sain à la base. Après, en ce moment, je dirais, la peur, c'est une émotion qui est saine. Si on rentre dans le cercle où on écoute la peur, on passe, c'est plus une émotion, ça devient un sentiment. Donc c'est quelque chose qui perdure en fait. Et c'est la peur qui vous régit plutôt que l'émotion qui vous traverse. Et donc, quand la peur vous régit, du coup, il y a le taux dans le sang de cortisol qui augmente, clairement, l'adrénaline au niveau des reins. Donc, ça amène beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Donc, ça peut après donner des problèmes au niveau des reins, au niveau de la peau aussi, des problèmes de peau liés au stress, du coup. Du coup, il y a les eczémas qui peuvent sortir, les psoriasis, les mycoses, enfin, tout ce qui est vraiment lié au stress, parce que la peur qui est là en ce moment, elle est surtout liée à du stress. Et voilà, et encore une fois, c'est quand il y a du bon stress, ça fait sens. Puis quand c'est le stress qui nous régit, bah, là, on rentre dans la roue, en fait, le serpent qui se mord la queue. Et du coup, le premier truc, quand on a peur qui se passe, il y a trois choses qui se passent et avant ces trois choses, il y en a une. Les trois choses qui se passent, les trois modes humainement, de manière organique qu'on a pour faire face à cette peur, c'est de se figer, de combattre ou de fuir. Donc, soit je me fige, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui se cristallise et du coup, bah, on empêche la circulation de se faire au niveau des fluides, au niveau des membranes, au niveau des cellules. Soit je fuis, du coup on est plutôt dans le déni et on n'écoute pas ce qui se passe et on fait comme si de rien n'était et on continue. Donc on n'est pas en train d'écouter non plus la peur. Soit en combat, genre du coup on va aller un peu fighter tout ce qu'il y a autour et non, je n'ai pas peur et puis je suis pas d'accord et puis non, et puis il n'y a pas moyen et puis moi c'est comme ça que je veux. Et du coup, ça va rajouter du stress et c'est aller en résistance par rapport à ce qui est là. Et la première chose, avant ces trois choses-là, avant ces trois réactions naturelles de se figer, se battre ou fuir, la première chose, c'est qu'on a besoin de contact. On a besoin d'en parler. On a besoin de contact humain. Parce qu'en fait, dès qu'il y a la peur, il y a le taux de cortisol qui augmente, l'adrénaline. Et pour amener l'équilibre dans le corps, on a besoin d'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est cette hormone, il y a 4 hormones du bonheur, elle en fait partie. Et l'ocytocine, en fait, elle va réguler le taux d'adrénaline et le taux de peur dans le corps. Et l'ocytocine, c'est une hormone du bien-être qui est présente quand il y a du contact physique, quand il y a du pot à pot, quand on peut échanger, quand on peut partager un repas à plusieurs. Et le moment où l'ocytocine est le plus fort, c'est au moment de la naissance, autant pour la maman que pour le bébé.
par ordre chronologique, c'est le moment où on fait l'amour, c'est le moment où on partage un repas et c'est le moment où on est massé, on prend soin de soi. Donc, autant vous dire qu'en ce moment, le taux de peur, il est comme ça, pour beaucoup. Le taux d'ocytocine, pour arriver à trouver l'équilibre, eh ben, c'est pas de la tarte. Parce qu'en fait, il y en a qui sont seuls, qui n'ont pas le contact physique. Et souvent, moi, c'est ça, hein, quand on m'appelle, c'est « Ah, bah, ma sage-femme, elle fait le suivi au téléphone, il n'y a plus de contact. Du coup, je vais aller à la maternité, mais alors je vais y aller juste le dernier mois. Et puis, en fait, je vais pas pouvoir rencontrer toute l'équipe. Du coup, ça crée du stress parce que du coup, on ne sait pas comment ça va se passer l'avenir. Du coup, il y a le fait de ne pas avoir la main sur comment ça va se passer. Le fait de ne pas savoir non plus quelle équipe va pouvoir être là, de la même manière que quelqu'un qui part ne sait pas s'il va pouvoir être là pour tenir la main de son proche. Parce qu'il y a des visites, c'est 2 par chambre maximum, et puis c'est 1 heure par jour. Du coup, tout ça crée des zones de stress et de peur de ne pas pouvoir être là, de ne pas pouvoir enfanter comme on veut, de ne pas pouvoir accompagner nos proches dans leur fin de vie comme on veut. Tout ça, ça crée des zones de stress. Bonsoir Christelle, je vois que tu nous as rejoint. Si tu peux juste couper ton son en bas à gauche pour éviter les sons parasites. Bienvenue à toi. Et du coup, tout ça, ça crée du stress en fait. Et la peur amène du stress et on n'arrive pas à réguler comme on le fait habituellement avec l'ocytocine. Où habituellement, on va aller voir la meilleure copine, le meilleur copain. La femme enceinte, elle va demander qu'on la masse. Il y a le suivi de la sage-femme, on la touche. Donc, tout ça, c'est difficile du coup d'obtenir la balance en fait pour arriver au fait que la peur, elle retombe. Et du coup, comme là, on est en mode confinement et que c'est en effet le contact physique et le taux d'ocytocine, et bah, c'est moins évident qu'habituellement. Je ne sais pas si vous avez observé, mais pour ceux qui vont faire les courses autour de vous, mais les rayons de sucre et de chocolat, c'est un truc de malade. C'est les premiers rayons à être vides. Et ça raconte bien en fait les peurs et le stress que l'être humain a face au confinement, face au Covid, face à tout ce qu'on entend. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, tout le stress que ça amène chez chacun. On entend une info puis l'inverse le lendemain. Ben, en fait, on a besoin de compenser. Et du coup, quand on a besoin de sucre et de chocolat, c'est qu'on a besoin d'ocytocine. On a besoin de ramener du réconfort. On a besoin de ramener du bien-être. Donc, si on ne peut pas l'avoir chez soi, eh ben, on va sur le sucre. Le truc avec le sucre, c'est que ça va réguler très très vite. Hein. Ça monte au taquet. Donc, vous avez l'impression d'avoir quelque chose qui est assouvi, mais ça dure très peu de temps. En général, après, la chute, c'est la déprime. Donc, on réouvre une autre tablette, on réouvre le pot de sucre et puis la confiote. Et c'est le cercle, là, c'est le cercle vicieux, en fait. On n'est pas dans le cercle vertueux. Et du coup, moi, ce que je voulais vous proposer là, c'est de vous amener des outils pour arriver à trouver l'ocytocine, pour arriver à augmenter ce taux d'ocytocine en mode confinement, pour que vous puissiez vivre les enfantements que vous souhaitez vivre et vivre les fins de vie que vous voulez vivre et juste vivre tout court sans cette peur et sans ce stress. Et la première chose, la seule chose à faire finalement, c'est d'écouter le vivant en soi. Mais peut-être la première chose à faire, c'est juste déjà d'accueillir cette peur telle qu'elle est, de prendre le temps d'accueillir, de voir, ok, là j'ai peur. Après, d'aller chercher des infos. Concrètement, moi, quand j'ai eu des mamans au téléphone il y a encore 2 jours, une maman, oui, voilà, j'ai plus le suivi de ma sage-femme, enfin si c'est pas vraiment ça, mais elle fait plus de consultation. Du coup, mon prochain rendez-vous, il est à la maternité. Puis ils savent pas trop si je vais pouvoir accoucher comme je veux. Donc, elle avait plein de peurs. Et je lui ai dit, ok, alors comment tu peux éliminer ces peurs-là? Et en fait, il y a un moment donné, c'est là où on n'a pas la main, là où vous n'avez pas le pouvoir, ça ne sert à rien de nourrir ça. Vous n'avez pas le pouvoir sur ça. Donc, c'est revenir là où vous avez la main.
là où vous avez votre pouvoir et là où vous êtes puissant avec vous-même. Donc, en effet, ça, il n'y a pas la réponse. On ne peut pas savoir. Par contre, elle peut exprimer ses besoins. Elle peut dire, accueillir la peur qui est en elle, le stress que c'est. Elle peut l'écrire. Donc, moi, j'invite les gens à écrire tout ce qui vous fait peur, qui vous stresse, en fait. Dans cette période inconnue, vous ne savez pas où vous allez complètement, vous n'avez pas toutes les cartes. Écrivez tout ce qui a besoin d'être verbalisé, lié à tout ce qui émerge, lié à ce stress ambiant et à ces peurs. Prenez le temps d'écrire ça pour déjà, en un, accueillir la peur pleinement. L'accueillir, elle est complètement légitime. On est des animaux, en fait. Et du coup, c'est normal qu'on stresse et qu'on a peur. Donc, c'est de l'accueillir. Puis après, c'est de remonter, accueillir la peur. La peur, elle est vraiment dans le cerveau bas. C'est une émotion qui est forte, qui est primaire. Et après, de remonter dans le cerveau, de dire, OK, très bien, là, j'ai peur de ça. Est-ce que là, j'ai la main sur ça? Est-ce qu'on peut me répondre sur ça? Non, OK, très bien. Et de venir à la deuxième étape, sur quoi moi, j'ai la main là maintenant. Moi, me rassurer au-delà de l'environnement. Du coup, c'est vraiment une période où je vous invite à revenir à vous, en fait. Tout est là pour nous permettre de revenir à nous, retrouver votre plein pouvoir, votre pleine puissance d'enfantement et d'accompagnement des fins de vie. On a tous ce potentiel en nous. Et si on attend de l'extérieur d'être rassuré alors que l'extérieur ne peut pas nous rassurer en ce moment parce qu'eux-mêmes n'ont pas toutes les clés ou en ont certaines et ne veulent pas les donner, et peu importe, c'est comment vous prenez le temps de revenir à vous, d'accueillir la peur et de voir à votre échelle qu'est-ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre cette peur, la faire aller vers la sérénité. Et du coup, c'est en ce sens-là où moi, en ce moment, je propose des ateliers avec des thèmes spécifiques tous les lundis liés à la grossesse et l'enfantement. On a déjà fait le périnée et le placenta. Voilà, la semaine prochaine, ça sera sur la triade où est le père dans tout ça, la place du père, le rôle du père. Les mardis, c'est autour de l'accompagnement des fins de vie. On a fait sur le deuil avec les 4 phases du deuil. La semaine mardi dernier, donc j'ai fait cette semaine sur les sens et perceptions pour accompagner les fins de vie, pour revenir vraiment à ces sens et perceptions. Et puis les vendredis matins, il y a les ateliers pour se relier au vivant, de la méditation. Là, cette semaine, c'est sur les 4 éléments dans le corps pour être en harmonie avec les 4 éléments à l'intérieur de nous qui sont liés aux 4 âges de la vie, aux 4 directions, aux 4 éléments terre, eau, air, feu. Et tous ces outils-là, c'est pour vous redonner votre pleine puissance et votre plein pouvoir que même quand on est confiné, encore plus qu'habituellement, on ne peut pas se déposer sur l'extérieur, sur un extérieur qui est instable. Et si on reste dans cette volonté de se déposer sur un extérieur qui est instable, on ne fait que nourrir le stress et la peur. Et du coup, l'idée, c'est de revenir à vous, de prendre les billes où vous avez besoin de prendre des billes pour gagner, en fait, en autonomie, pour gagner en confiance en soi, qui fait que peu importe finalement l'extérieur, si vous ne connaissez pas l'équipe qui va vous accueillir à la maternité, si vous ne savez pas si vous pouvez tenir la main à quelqu'un alors qu'il va partir, parce qu'il y a un axe à l'intérieur qui est complètement là et qui, en ce moment, on n'a que ça à faire, j'ai envie de dire. Plus on est confiné, moi, je peux vous parler de mon expérience de méditation. Quand j'ai médité dans des cellules d'isolement pendant des heures et des jours, plus j'étais dans des cellules d'isolement dans le noir, à ne rien voir, on m'amenait juste un plateau pour manger, plus mes sens étaient exacerbés et plus j'avais conscience de ce qui se passait finement à l'intérieur de moi et autour de moi. Et je pouvais dire qu'il y avait le fermier qui était venu livrer, qu'il y avait peut-être le boulanger qui était passé, qu'à des heures, j'avais plus trop la notion d'heure, mais je savais à quel moment. Et à chaque fois, j'ai vérifié, je ne me trompais pas. Et plus on est contraint de l'extérieur, plus ça demande à l'intérieur de s'expandre encore plus, encore plus, encore plus. Donc, plus ça se contracte à l'extérieur, plus on nous contracte parce qu'on ne peut pas sortir, parce qu'on ne peut pas circuler, plus ça peut réveiller le stress et plus au contraire, pour aller au-delà, plus je m'expanse, je laisse m'expandre mes cellules, je laisse l'espace se faire à l'intérieur de moi. Donc, trouvez les zones d'espace à l'intérieur de vous
Et ça va nourrir le taux d'ocytocine. Ça peut du coup être se mettre en mouvement, mettre une musique que vous aimez, vous mettre en mouvement, sentir votre bébé bouger. Si vous êtes enceinte et de sentir ce bébé plein de vie, la vie que vous portez, et en fait, ça, c'est en mouvement, et ça, c'est là. Et quoi qu'il arrive, ça, c'est là, en fait. De sentir le poids de votre bébé, où est-ce qu'il est, de comment il bouge, d'essayer peut-être de sentir en posant vos mains, où est la tête, où est le dos, où sont les jambes, suivant le mois de gestation où vous en êtes. Et tout ça, ça va vous donner la confiance en vous et ça va nourrir l'ocytocine si vous vous touchez vous-même, si vous touchez votre ventre. Donc, si je parle d'abord de la naissance, un peu plus en détail, toutes les peurs qui sont liées à ça, revenez à vous, de vous écouter, vous. Et du coup, c'est écouter votre bébé, revenir à vos sens, en fait. Qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous? De quoi vous avez envie de manger? Comment vous avez envie de bouger? C'est tout ça qui va vous relier à ce qui est présent et vivant en vous et faire que la peur, elle va passer sur un second plan et que vous allez juste apprendre à faire avec la réalité. Et qu'après, pour rassurer le mental, et il y a plein, vous pourrez aller voir, hein, il y a plein de blogs, il y a plein de médecins qui parlent. Le Covid, il n'a pas de conséquences sur le fœtus. Une maman enceinte qui a le Covid, elle va être à plat, c'est clair. Mais voilà, il n'y a pas de conséquences sur le fœtus. Donc déjà, d'aller rassurer votre mental, en fait, pour le faire que ça descend à un endroit là, que ça se pose et que c'est OK, j'ai peur, je suis stressée, j'accueille ça, je prends le temps d'accueillir, de noter tout ce que j'ai besoin. Je vais vérifier les infos. OK, il n'y a pas de risque pour le bébé, ça va. Du coup, déjà, ça va permettre de déposer un endroit. Et puis 3, je reviens à mon axe, ma pleine puissance à moi pour, du coup, prendre confiance en moi et pour que cette peur se transforme en sérénité. Et cette sérénité, donc c'est, comme je vous disais, c'est vous toucher, même si vous êtes seul, de vous toucher. Ça peut être de marcher dehors et d'aller être au contact d'un arbre. Dès que vous êtes en contact avec du vivant, ça remplit l'ocytocine. Donc, s'il n'y a pas d'humain autour de vous, s'il n'y a pas la salle régulièrement, et puis là non, ou c'est des rendez-vous en ligne, allez au contact de la nature. Allongez-vous sur la terre, sentez, respirez la terre. Peut-être vous pouvez vous allonger sur le côté, puis sentir le poids de votre bébé qui se déverse en fait là, qui vient se déverser dans votre ventre, puis votre ventre qui se déverse à la terre. Et comment vous pouvez respirer avec la terre qui est vivante et vous laisser porter par la terre de la même manière que vous êtes vous aussi, vous portez la vie, comment la terre continue de vous porter. Et tout ça, c'est des exercices qui peuvent vraiment vous aider à vous sentir vivant. Une fois de nouveau, on se sent vivant, ok, l'émotion, elle passe. Il n'y a rien qui dure en vérité. Si ça reste sur le plan d'une émotion, écoutez ce que ça vous fait à l'intérieur. Il n'y a rien qui dure. Ça passe tout ça. Et du coup, ça va aussi vous aider à réguler le système nerveux. Parce qu'en état de stress, du coup, le système nerveux, il a un niveau sympathique et parasympathique. Du coup, le niveau sympathique est exacerbé. Et c'est pareil, de travailler plus, de revenir à l'intérieur, d'écouter vos organes, d'écouter votre bébé, de quoi vous avez envie de manger, de quand vous marchez, d'être conscient de chaque pas que vous posez. Tout ça, ça va vous ramener et ça va réguler, ça va permettre d'activer le système nerveux parasympathique et de réguler, trouver l'équilibre avec le système nerveux sympathique. Et donc, ça peut être ça peut être des odeurs, d'être attentive aussi à vos portes d'entrée. Est-ce que vos portes d'entrée favorites, c'est plutôt au niveau des sens, c'est plutôt kinesthésique? Du coup, c'est lié au toucher, au mouvement. Est-ce que c'est plutôt une porte d'entrée auditive? Est-ce que c'est plutôt une porte d'entrée visuelle, olfactive et au niveau du goût? Et du coup, de manger des choses qui vous font du bien, de sentir des odeurs qui vous font du bien. Ça peut être aussi, du coup, mettre de la musique, écouter une musique qui vous fait du bien, qui vous berce, qui vous donne la patate pour danser avec votre bébé. Ça va être toutes ces choses-là, en fait, de revenir à vos sens, pour revenir à ce qui vous fait du bien et ce qui vous nourrit.
et que de toute façon, que vous soyez une naissance en fait hors confinement, on imagine notre idéal de comment ça va se passer et on sait toutes, ou on vous l'a dit, que c'est jamais comme on avait prévu. En fait, des fois, c'est encore plus autrement et on dit « Ah ouais, trop bien !» Des fois, c'était hyper rapide, on croyait que ça allait être long parce que c'est le premier, c'était hyper rapide. C'est jamais prévu, jamais comme on avait programmé. Et en ce moment, encore plus. Et du coup, plus vous allez vous recentrer avec vous et plus, peu importe comment ça va se passer, vous serez avec vous-même, vous serez connecté avec votre bébé et du coup, vous serez complètement en accord avec ce qui est là, en fait. Et qu'il n'y a plus besoin de se déposer sur l'extérieur. Et si l'extérieur, il dit non, bah vous avez dit vous êtes dit oui à vous-même et vous avez votre support interne. Et ça, c'est hyper précieux. Et je crois que cette période-là, elle est encore plus propice à ça, en fait, à retrouver votre puissance d'enfanter, les mamans. Que depuis la nuit des temps, les femmes enfantent. Depuis la nuit des temps, on porte cette mémoire dans nos lignées, cette force-là d'enfanter, cet axe-là. Et les milieux hospitaliers et obstétriques en milieu hospitalier sont très, très récents par rapport à l'âge de l'humanité. Et du coup, faites confiance que vous portez en vous tout ce bagage-là qui fait que vous êtes sur Terre. Parce qu'il y a une femme qui vous a porté, parce qu'il y a une autre femme qui l'avait porté, et puis comme ça, il y a une grande cape, vous pouvez visualiser ça, une grande cape de toute votre lignée derrière qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Et comment cette grande cape vous donne la force d'aller avec ce qui est là, en fait, pleinement. Et, est-ce qu'il y a des questions avec ça par rapport à cette période liée à la naissance? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers, des questions, des remarques, comment vous vivez les choses, les mamans qui sont, s'il y en a qui sont là et qui sont enceintes? Je sais, au moins, je ne vois pas jusqu'au ventre de tout le monde, mais je sais comment une maman est là et enceinte parce que je la connais. Yeah! Moi, je suis enceinte, je peux montrer ça si vous voulez voir. Je sais pas si on voit vraiment, mais là, oui, vous voyez. Un beau bidou arrondi. Voilà, c'est le début du 6e mois. On s'était déjà parlé toutes les deux avec Claire, donc c'est vrai que ça fait du bien de réentendre tout ça. Et moi, j'ai la chance d'être suivie dans une maison de naissance. Donc, c'est vrai que je ne vis pas trop le manque de contact avec ma sage-femme, mais je vis beaucoup le manque de contact avec pas les femmes de ma lignée parce que je ne suis pas très proche d'elles, mais mes sorcières. et du coup, ça fait du bien d'entendre qu'effectivement, l'ocytocine qu'on peut manquer dans le contact avec les environnements, qu'on peut réussir à le retrouver un peu ailleurs et dans la nourriture, effectivement. Mais que effectivement, c'est pas forcément. Moi, justement, c'est pas trop le sucre. Mais non, j'ai pas trop de questions sinon. Mais ça fait du bien d'entendre, de réentendre ça parce que justement, il y a quelque chose d'une peur nourrie par on ne sait même pas quoi. Comme tu dis, on nous dit des choses, puis leur contraire. J'ai pas la télé, j'évite d'être trop au contact d'informations incertaines, mais le fait est que je suis en contact avec ma famille qui me parle de ces choses-là et ça crée une anxiété. Voilà. Et du coup, ça fait du bien d'entendre qu'effectivement, même je ne suis pas toute seule, j'ai mon amoureux qui est là tous les jours et même s'il travaille à l'extérieur, et ma fille qui est là une semaine sur 2, donc je manque quand même pas non plus entièrement de contact physique. Mais voilà, ce matin, j'ai vu ma sage-femme avec qui donc je suis censée accoucher. Mais là, physiquement, on n'a pas le droit de se toucher. Et elle me dit, par exemple, que pour les accouchements, là, elle en a eu 2 pendant
le coronavirus, elle ne peut pas ne pas toucher une femme qui accouche. C'est pas possible. C'est tellement important. Et du coup, oui, on se posait toutes ces questions de à quel point ça va être vivable encore de tenir comme ça, sans contact physique avec des gens, quoi. Dans notre société, c'est quelque chose qui existe très fort, quoi. Voilà. Et merci. Je On est recoupe des le êtres. micro, du coup. Yes. Merci pour ton partage, Lorraine. On est des êtres sociables, les humains. On a besoin du contact physique et pour être en bonne santé, on a besoin de ces hormones du bonheur qui sont pas que là avec le contact physique, mais dans les 4, l'ocytocine, c'est vraiment celle-là et il y en a vraiment besoin au moment de l'enfantement. Et du coup, moi, je l'ai vécu là aussi en accompagnant une fin de vie et un décès. À un moment donné, c'est comment, en étant vigilant avec, oui, le Covid qui est là, comme ça, là. Et c'est comment revenir à l'essentiel. Et je ne sais pas si vous avez pu vivre ça, mais en ce moment, d'être en contact avec quelqu'un, il y a une forme de vigilance et de conscience qui est là. Et quand on est plein conscient, quand on touche la main de quelqu'un ou quand on le prend dans ses bras, parce que moi, j'ai pas pu ne pas prendre des parents dont leur fille venait de se suicider. C'était pas possible. En les accompagnant, c'était pas possible de pas les accueillir dans ce qu'ils vivaient. Et du coup, on avait bien conscience qu'il y avait le Covid et c'est comment on prend soin humainement les uns des autres dans ces passages de vie en ce moment, comment on accueille la naissance, comment on accueille les départs, qu'on n'oublie pas l'humain, voilà, tout en se lavant plus les mains, tout en faisant attention. Et du coup, à chaque toucher qu'on peut avoir avec quelqu'un, c'est un toucher qui est là encore plus dans la sensation d'en goûter ce que c'est en fait. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup comme on le fait habituellement. C'est qu'on est quand même des sociétés où on se salue souvent en se faisant la bise. Beaucoup, par exemple. Mais c'est quelque chose qui est devenu la bise, ça nourrit pas l'ocytocine. Pourtant, on est en contact physique. Parfois, un regard avec quelqu'un d'une profondeur, on est vraiment là avec l'autre, on est dans un vrai contact et ça va nourrir l'ocytocine. Du coup, c'est d'amener cette profondeur dans les contacts qu'on peut avoir entre nous. Et Christelle, si tu peux couper ton micro. Ah, pardon. Je suis désolée. Non, je t'en prie. Comme ça, même toi, tu es libre s'il y a du monde qui vient. Et du coup, on a vraiment besoin d'écouter ça, cette profondeur. Où est-ce qu'on met nos membranes, en fait? C'est que, voilà, peut-être habituellement, nos membranes, elles étaient plus larges, en fait. Et puis en ce moment, elles sont plus restreintes, elles sont plus centrées sur nous. Et comment on va j'ouvre mes membranes vers l'extérieur avec conscience. Comment, quand je touche quelqu'un, ça peut juste être par le regard, ça peut être par la pensée, ça peut être, encore une fois, par vos portes d'entrée favorites. Ça peut être parfois d'être en contact avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous auriez besoin que votre grand-mère, votre mère soit là pendant que vous êtes enceinte et que ce n'est pas possible. Et peut-être il y a une odeur qui va vous rappeler votre mère ou votre grand-mère. Et de porter cette odeur, c'est une manière d'être en contact avec elle pleinement et de nourrir en fait ces hormones du bonheur. Et de trouver en fait votre porte d'entrée favorite au niveau de vos sens et de venir la nourrir à fond, cette porte d'entrée. Et ça va permettre à la peur de passer à un étage dessous de « Ok, je suis OK avec ça. Ouais, je peux pas avoir ma mère là tout de suite à côté de moi ou ma meilleure copine, mais peut-être je vais écouter une musique qu'on écoutait ensemble. Peut-être je vais sentir quelque chose, manger un plat qu'elle aimait et qui me fait envie aussi. » Et tout ça, ça va venir nourrir des petites choses qui vont venir nourrir le lien qu'on peut avoir avec les autres. Et oui, en effet, d'accompagner au moment venu une naissance et un départ, moi, je ne sais pas non plus ne pas toucher. Quand il y a un appel trop grand, je ne sais pas comment dire, quand dans la balance, en fait,
quand vraiment ça arrive dans la balance, que pas toucher, donc là je parle pour ceux qui accompagnent ou celles qui accompagnent les fins de vie ou les naissances, quand dans la balance, en fait, le fait de ne pas toucher, ça va créer plus de stress que de toucher, bah, s'il vous plaît, touchez. En fait. Ce qu'on veut, c'est d'enlever le stress. C'est des moments, des passages de vie qui sont déjà tellement intenses, tellement forts, qu'on sait déjà qu'une petite chose peut ramener du stress. Une lumière, un son trop fort, un changement dans le milieu hospitalier, un changement, un sage-femme qui change, le temps de garde est terminé, ça change. Tout ça, c'est déjà des zones de stress. Donc, si on peut réduire au maximum là où on peut, si finalement d'amener un contact physique, ça réduit les zones de stress, mais amener ce contact physique. Et oui, on n'est pas, on a conscience qu'il y a le Covid qui flotte en ce moment autour de nous et qui est là. Et en même temps, il ne faut pas oublier l'essentiel, quoi. Et que parfois, écoutez-vous, le fait de revenir à vous et à vos sens, les personnes qui accompagnent, écoutez-vous. Si vous sentez que c'est le contact physique qui est nécessaire, faites-le. Si vous sentez qu'un regard pleinement présent, juste des fois d'être pleinement présent et d'encourager une mère, ça peut être hyper fort. Ouais, salut Lorraine, bonne soirée. Je vois. Et ça peut être hyper fort de ce regard-là, en fait, d'une présence telle, c'est la présence dont on a le plus besoin en ce moment. La présence à soi et la présence aux autres. Et que cette présence-là, elle permet d'activer les hormones du bonheur. Parce que habituellement, oui, on peut se toucher. Mais combien de fois on se touche vraiment avec conscience? Combien de fois? Combien de fois on prend le temps de vraiment écouter ce que ça fait dans le corps quand on touche quelqu'un et quand on est touché? Combien de fois ça nous arrive? Oui, on est dans le contact physique, mais c'est souvent très... quand on fait au cours d'une journée, si on observe, c'est un contact physique qui est presque automatique, je dirais. Voilà, on se réveille, on va faire un câlin, un bisou à nos enfants, on va peut-être embrasser notre compagnon, notre mari, puis on va au boulot, on fait la bise à nos collègues. Mais est-ce que dans ces moments-là, on était pleinement avec ça? Et ça change tout. C'est pas tant la quantité qui va amener le taux d'ocytocine. Des gens peuvent être constamment en contact toute la journée et avoir une déficience en ocytocine parce que ça ne correspond pas à leurs attentes, à leurs besoins profonds d'être touchés dans la présence. Et ça, c'est ça qui change tout. Et c'est que du coup, voilà, même si vous ne pouvez pas être en contact avec votre sage-femme, même si y a pas de contact physique et qu'il y en aura peut-être juste au moment de l'enfantement, c'est comment vous pouvez, dans cette qualité de présence de l'une à l'autre, des uns aux autres, nourrir cette qualité de toucher pour juste se rappeler ensemble qu'on est humain, qu'on est de la même espèce et qu'on est tous en train de vivre la même chose. On vit sur la même planète et le Covid, il est planétaire, quoi. C'est un truc de fou, une patate de malade. Et du coup, comment on revient à ça, à l'essentiel, qu'on est tous au même endroit, on est tous profondément humains et qu'on a tous nos propres limites. Et quand vous prenez le temps de regarder quelqu'un, vous savez, peut-être vous savez qu'il y a des sages-femmes, elles vont toucher et d'autres pas, parce qu'elles ont beaucoup plus de naissances dans la journée, parce qu'on n'a pas tous les mêmes limites et que c'est comme ça. Et c'est comment vous pouvez trouver le toucher. Voilà, ça peut vraiment être dans cette qualité de présence par le regard. Mais ce n'est pas la même chose de regarder quelqu'un juste parce qu'on regarde, ou de le regarder pleinement et de se laisser regarder en même temps que vous regardez. Il y a quelque chose qui fond dans le regard, pleinement là. Et ça change tout. Et pour les fins de vie, c'est la même chose en fait. C'est que oui, en ce moment, c'est compliqué. Voilà, parce que quelqu'un qui est en fin de vie dans un hôpital, il ne peut pas avoir toute sa famille qui est là dans la chambre autant de temps qu'on veut et tout ça. Non, c'est limité à 2 personnes, 1 ou 2 heures par jour, basta. Et qu'il faut faire des choix du coup. Si on imagine que c'est quelqu'un qui a 3 enfants et puis une compagne ou un compagnon, tout le monde ne peut pas y aller en même temps déjà. Et c'est comment, soit on nourrit la peur et le stress de « Ah », et du coup on se fige
Du coup, on n'y va même plus parce que on est figé, on va plus rendre visite à celui qu'on a besoin, puis soit aussi. Soit on lutte et on combat et on est en train sans arrêt de dire bon allez c'est bon, on pourrait pas y aller à plus quand même, ça va bien. Du coup, on est en résistance à ce qui est là. Ou soit on fuit, soit du coup on fuit, on fait comme si de rien n'est, et puis mais en fait on n'écoute pas sa peur et on est mal et il y a de la tristesse souvent avec. Et du coup, c'est comment quand vous revenez à vous avec vos sens, comment vous, du coup, vous êtes dans cet état de présence à vous-même qui fait que, même quand vous n'êtes pas près de la personne que vous voulez accompagner et qui est en fin de vie à l'hôpital, ou en tout cas qui est très malade, qui ne va pas bien et qui aurait besoin de proches autour, comment depuis chez vous, vous pouvez être en lien avec la personne, en mangeant des choses qu'elle aime, en pensant à la personne, en allumant une bougie, de ritualiser tout ça en fait, en mettant des odeurs que la personne aimait. Et comment du coup, en étant dans cette présence à vous-même, vous serez plus embarqué par le stress et la peur. Et au moment où vous allez la voir, le peu de temps que vous pouvez avoir avec la personne, ça sera d'une qualité telle qu'en fait, ça vaut une journée entière parce que vous êtes pleinement là, quoi, et que vous savez que c'est intense parce que vous n'êtes pas là longtemps et que vous ne vous faites pas embarquer par l'émotion. Vous laissez vivre ce qui est là et vivre l'émotion chez vous pour pouvoir accompagner au mieux la personne qu'on a besoin. Elle a besoin de soutien, la personne. Et que ce n'est pas tant une quantité, c'est une question de qualité qui va enlever ce stress et cette peur qui est liée à l'environnement. Parce que dès qu'on met les pieds dans un hôpital, en général, c'est stressant, c'est des milieux qui sont stressants, les gens sont agités. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont en opération, post-opératoire, il y a des familles qui viennent les voir, d'autres qui pleurent. C'est des milieux qui sont très riches. Enfin, je veux dire, il y a toute l'humanité dans la splendeur, on la retrouve dans un hôpital. Un hôpital, il n'est pas pour les riches, il n'est pas pour les pauvres, il est pour tout le monde. Il y a tout le monde qui se retrouve dans ces endroits-là, avec tout ce que chacun porte, avec tout son bagage. Et ça peut être énormément de stress, énormément anxiogène, parce que de fait de l'environnement au-delà de vous. Et c'est comment vous mettez vos membranes en fait à vous-même. Comment du coup quand vous mettez les pieds dans un milieu hospitalier et encore plus en ce moment parce que le stress il est comme ça. Je dis pas des équipes mais plutôt je dirais des gens qui viennent visiter. Les gens sont hyper stressés. Ils savent qu'ils peuvent rester qu'1 heure ou deux pour visiter un proche qui doivent repartir. Voilà, et puis le personnel peut être un peu remonté comme des piles parce que voilà, on manque de matériel et c'est pas d'aujourd'hui qu'on manque de matériel, c'est la nuit des temps que ça réclame et que ça crie. C'est maintenant qu'on est en crise qu'on veut bien offrir et on reconnaît que ça va pas du tout, quoi. Donc ça, c'est un sacré truc, mais du coup, tout ce stress-là qui peut être ambiant, c'est comment vous mettez vos membranes, comment vous, quand vous rentrez dans un milieu hospitalier, comment vous revenez à vous. Voilà, il n'y a pas comme odeur quand vous rentrez. Qu'est-ce que ça vous fait? Ah oui, tiens, je sens que ça me fait un petit stress. Ok, écoutez ça, accueillez ça. Juste d'accueillir, ça permet de circuler l'émotion qui est liée à la sensation. Elle circule, elle ne dure pas. Vous n'avez pas figé les choses. Ah ok, j'aime pas l'odeur. Ah oui, tiens, je suis rentrée, j'en ai vu 3 partir en pleurant, qui n'étaient pas bien. Ok, ah bah du coup ça me met en peur, en stress. Ah bah oui, si on me dit que mon bébé finalement ça va pas, que je vais pas pouvoir accoucher par voix basse, qu'il n'y aura pas le choix, que je pourrai pas discuter. Ok, observez ça là, toutes les pensées qui circulent et revenez à vous. Ok, il y a toutes ces peurs là qui sont là. Ok, je reviens à là maintenant. Ok, là maintenant il y a quoi? Je respire, je sens mon bébé, je sens l'odeur. Qu'est-ce que ça me fait? Revenez à vos sens. La clé, c'est de revenir à vos sens. Et plus vous allez revenir à vos sens, plus vous êtes à l'écoute de ce flot de vie qui ne cesse jamais de vous habiter et de circuler à l'intérieur de vous. Jamais, 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 quoi qu'il arrive. Et plus vous êtes à l'écoute de ça, et ben, peu importe ce qui arrive à l'extérieur, vous le vivrez sereinement à l'écoute de ce qui se vit. Et du coup, ça sera pas stressant. Voilà, si on vous annonce que c'est comme ça que ça va se passer et puis pas autrement, puis finalement le plateau technique il est plus dispo, ou finalement aujourd'hui il y a un proche qui est venu voir, c'était pas prévu, donc vous ne pouvez pas voir la personne que vous êtes venu voir en fin de vie parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est passé. Ok, c'est ok.
C'est comme ça, en fait. On n'a pas la main sur l'extérieur. Par contre, on a la main sur soi. Sur revenir à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que ça nous fait vivre. Et plus on est en contact avec soi, et plus on nourrit ça, cette sensualité avec soi-même, l'éveil des sens. Et plus on rentre dans ce cercle vertueux de la sérénité, où du coup la peur, elle est là parce qu'elle est ambiante. On ne peut pas faire semblant qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de stress. Ça serait mentir de dire que c'est comme ça en ce moment. Non, on le sent tous qu'il y a du stress et des peurs. C'est palpable, ça transpire en fait. Mais comment ce climat ambiant, comment il est là, comment on en est conscient, comment on écoute, puis voilà, comment on s'en laisse imprégner ou pas, qu'est-ce que ça me fait, elle est où ma membrane, elle est où ma limite. On n'est pas obligé d'écouter les infos, on n'est pas obligé d'allumer la télé, on n'est pas obligé de nourrir ça. Et encore plus, je veux dire, dès qu'on rentre dans les grands passages de vie que sont la naissance et la mort, mais l'essentiel, il est tellement ailleurs. Il est tellement ailleurs. Je veux dire, il pourrait y avoir la guerre qui explose, qui est juste là à côté. On n'en a rien à péter. Sincèrement, on n'en a rien à péter. Et combien de femmes ont affronté dans des pays qui étaient en guerre? Et elles sont, enfin, je veux dire, il y a un endroit où c'est revenir à soi, à l'essentiel, se créer sa bulle, son cocon. Et du coup, n'allez pas nourrir à l'extérieur ce qui va nourrir votre peur et votre stress. Donc, la télé, basta. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de la télé, de la radio en ce moment. On sait bien, il y a le Covid. Et puis, de toute façon, c'est ça qui tourne en boucle. Et puis, que ce qui tourne en boucle, c'est, bon, à partir du 11 mai, on va pouvoir circuler. En fait, non. En fait, oui. En fait, on ne sait pas. Si peut-être un peu, mais pas tout le monde. Enfin, est-ce que ça vous sert à quelque chose en ce moment? Non. Quelqu'un qui va enfanter, l'essentiel, il n'est pas là. Quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, qui est en fin de vie, l'essentiel, il n'est pas là. Il n'est vraiment pas là. Il est dans l'essence premier. Il est dans le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le mouvement. Il est dans toute la sensualité de la vie, dans toute l'écoute du flot de la vie qui circule. Et c'est de revenir à ça. Il y a juste ça qui est essentiel dans cette période-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Et encore une fois, voilà, si vous savez que vous allez juste passer 1 heure pour accompagner un de vos proches, bah voilà, plus vous allez revenir à vous centrer avec vous et plus vous allez vous dire, allez savoir pourquoi intuitivement, tiens, aujourd'hui j'ai eu envie de lui amener tel plat. Et vous allez lui amener tel plat et peut-être il va pas le manger, il n'aura pas le temps et il va juste sentir. Et juste ça, soyez pleinement avec ce qui est là. Et ça, c'est des plus beaux cadeaux qu'on peut s'offrir en ce moment, d'humain à humain, cette pleine présence à soi et à l'autre. De nourrir ça, vraiment, le faire sien. Et que voilà, et que même moi, je sais que ça me demande, en tant qu'accompagnante et naissance et fin de vie en ce moment, d'avoir le 6e sens en éveil, quoi, celui de l'intuition, qui fait qu'il y a des matins où je me réveille, je sais qu'il faut que j'appelle telle maman, parce que ça va pas, parce que je sens que ça va pas, et du coup on en parle, et voilà, et ça va pas parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a de la peur qui a repris le dessus, la plupart du temps c'est ça, et du coup c'est comment, voilà, je la soutiens en la ramenant dans ses sens, dans écouter ce qui est présent pour elle, dans la ramener à l'essentiel. Et que oui, j'entends, c'est pas facile parce qu'elle peut pas rencontrer, elle peut pas aller faire les suivis de grossesse comme elle voulait, comme c'était prévu. Et ok, et comment on peut les faire autrement? Comment finalement, même à distance, on peut être pleinement présent l'un à l'autre, pleinement. Et de la même manière pour les fins de vie, encore une fois, c'est cet état de présence, c'est ça le maître mot. Et puis pour toutes les autres personnes qui ont le stress, la peur qui prend le dessus, en fait, c'est de revenir à vos membranes. Où est-ce que vous mettez vos membranes? Puisqu'on est dans un milieu comme ça, protégez-vous, je veux dire en termes énergétique, quoi. Non, ça ne rentrera pas. Osez dire à votre entourage qui vous dit oh, mais t'as pas peur quand même, tu t'es bien lavé les mains, puis ah bon, t'as été à l'hôpital, tu l'as touché, enfin tu sais qu'il est en fin de vie, tu penses que... Vous pouvez dire stop. Voilà, vous êtes enceinte, ah mais t'es sûre, t'as réfléchi, t'es sûre que tu veux toujours accoucher à l'hôpital, à la maternité, t'es sûre que tu voudrais pas à la maison, ou enfin
dites stop à tout ça. C'est vous, reprenez votre axe en fait. Dites stop à tout ça, c'est votre choix, peu importe que ce soit à la maison, à la maternité, plateau technique, maison de naissance. Faites confiance à votre choix et restez centré avec vous encore plus. Et écoutez pas tout ce qu'on vous dit parce que de toute façon, toujours l'humain, il a toujours voulu donner des conseils, tout le temps. On le voit, une fois que les bébés ils sont nés, il y a tout le temps là les grands-mères qui vont dire ah, mais tu le portes comme ci, tu le portes comme ça. Ah bon, mais moi quand même je faisais pas comme ça. Et ça, je me souviens d'une amie sage-femme rousse qui m'a beaucoup enseigné et que tu connais aussi, Aline. Et elle racontait, je crois que c'est le dernier de ses enfants, quand il est né, parce qu'elle en a 4, il me semble, elle le portait tout le temps, le bras, sur son bras, en fait, la tête qui pendouillait, quoi. Et quand elle allait faire les courses, il y avait tout le temps quelqu'un pour lui dire mais attends, tu veux que je te montre comment le porter? Tu as vu comment tu le portes? Et un jour, elle l'a pris comme il faut. Elle sait très bien comment il faut dans l'axe, dans l'idéal. Mais le bébé travaillait tellement, les gens ont compris, en fait. Et qu'à un moment donné, c'est comment vous savez ce que vous faites. Je veux dire, c'est vous, au-delà de l'équipe médicale, au-delà de X personnes, il y a une personne qui met au monde un enfant. C'est la mère. Il n'y a personne d'autre. Il y a des accompagnants, il y a des aides, il y a du soutien. Mais au final, c'est qui va mettre au monde cet enfant? C'est vous. De la même manière, quelqu'un qui part, il n'y a personne qui va partir avec lui. Personne. Il y a des gens qui vont l'accompagner. C'est juste comment on lui donne du soutien dans la présence pour qu'il vive ce passage de la manière la plus consciente et paisible qui soit. Et de la même manière, il peut y avoir quelqu'un qui est en fin de vie, et je parlais de ça encore hier à l'atelier où du coup c'était la Evelyne, où on parlait des sens et des perceptions pour accompagner les fins de vie, enfin pas hier mardi. Mais c'est vraiment ça en fait, c'est qu'il peut y avoir le meilleur cancérologue qui vous accompagne. Lui, son job, il est copain avec le cancer, il connaît très bien le cancer, il fait ce qu'il y a à faire pour le cancer. Mais au niveau de la présence et de l'humain, c'est vous avec vous-même ou avec vos proches. Il n'y a pas meilleure personne que vos proches, vos tout proches pour vous accompagner. Et ça peut être par la voix à distance, une voix qui rassure. Ça. Et c'est vraiment de revenir à ces petites choses essentielles. Et plutôt que se déployer et de faire confiance que l'extérieur, il fait ce qu'il a à faire comme il peut avec les moyens du bord du moment et que ça sera au mieux de toute façon, en fait. De ce qu'ils peuvent là où vous êtes, ils feront de toute façon au mieux. Je ne connais pas en ce moment quelqu'un en milieu hospitalier qui ne fait pas tout ce qu'il faut pour être au top du top avec comme il peut et les moyens du bord. Tout le monde fait au mieux. Du coup, lâchez l'extérieur, faites confiance que l'extérieur fait au mieux. Et si ça ne vous convient pas, bah, revenez à vous. Dites, ah non mais ça en fait, j'en veux pas, je reviens à moi. Non, en fait, je préférais pas de péridurale, par exemple. Voilà, finalement, j'ai pas peur, je veux enfanter sans péridurale. Ok, restez dans vos baskets en fait. Et faites confiance que l'extérieur, il est là pour vous soutenir et il fait au mieux de ce qui est possible avec ce qui est là. En 2020, avec les moyens du bord, avec ce qu'on sait sur le Covid, avec... Et voilà. Et du coup, de vraiment revenir à... C'est ça, l'extérieur, on n'a pas la main dessus. Donc, coupez partout, il peut y avoir de la peur et anxiogène, coupez. Si vous pouvez demander à quelqu'un d'autre d'aller faire les courses que vous-même si vous êtes enceinte, et bah, c'est bien si c'est quelqu'un d'autre qui va. Sauf si pour vous d'aller faire les courses, c'est un moment de détente et vous êtes sans les bruits, sans les enfants et que vous soufflez pendant 1 heure dans le magasin, très bien, allez-y. Mais si vous êtes sensible et qu'en fait de sentir toute cette zone anxiogène autour et puis les entrées, les sorties des magasins, n'y allez pas en fait. N'y allez pas. Demandez du soutien autour pour qu'on fasse les courses pour vous. N'allez pas dans des... Vous êtes dans une période où vous êtes début et fin, on est dans des périodes où on est hyper, on n'a jamais été aussi puissant et fort de nos vies et jamais été aussi vulnérable. On est dans une force vulnérable. Un peu comme la baleine, quoi, en termes de mammifère, quoi. Ce truc où elle est costaud, quoi. Elle est hyper forte et en même temps, elle est hyper vulnérable. Et il y a toute la communauté qui la soutient autour. Et c'est comment vous trouvez le soutien de la communauté. Comment, quand la télé, elle s'allume chez vous, et bah, vous allez ailleurs. Vous allez vous balader dehors, vous allez lire un bouquin. Bah, si ça ne sert à rien de venir nourrir ça, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. De toute façon, ça ne va rien vous apporter. On les connaît tous, les infos.
Et puis, encore une fois, on écoute une chaîne, on en écoute un autre. Puis après, si en plus on allume les réseaux sociaux et d'autres trucs, il y a tout qui se contredit tout le temps. Donc, la vérité, c'est qu'on n'en sait pas trop rien. C'est le Covid qui existe. Point barre. Et voilà, stop. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin midi à 14h de d'où il vient le Covid, est-ce qu'on nous manipule, et puis est-ce que finalement je risque quelque chose, est-ce que l'hôpital où je vais aller, ils ont tout le matos, et puis est-ce qu'ils sont bien désinfectés. Wow, c'est bon. Vous créez trop de zones de stress là. C'est de lâcher tout ça. Lâchez tout ça. Revenez à vous, à vos sens, à votre bébé, à ce qui se passe pour vous. Et puis trouver le support, c'est en fait demander si les papas sont là, les compagnons sont là. Et pour la fin de vie, c'est pareil, demander du soutien aux hommes en fait autour de vous. Ou ceux qui jouent le rôle des hommes, ça peut être une sage-femme, une doula, qui joue le rôle de la membrane en fait, du tampon avec l'extérieur, qui va elle chercher les infos pour vous rassurer, qui va vous donner des infos essentielles. Elle ne va pas vous donner toutes les infos de combien il y a de lits dispo à la maternité en ce moment. Non, ça va juste vous créer du stress, on s'en tape. Elle va juste chercher les infos dont vous avez besoin, l'essentiel. Est-ce que le rendez-vous peut être avancé, par exemple? Quel médecin, si le médecin que vous aviez rencontré n'est pas là, ça sera qui? L'essentiel. Allez à l'essentiel. Et qu'il n'y a pas de... La peur est légitime, encore une fois, et accueillez-la. Mais pensez à revenir au cerveau, au frontal en fait, au cortex frontal, de vous poser la question, mais au fond, qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur au fond? Et là, je vous pose la question, s'il y en a qui ont peur en ce moment et qui sont stressés, qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce qu'il y en a qui savent ce qui leur font vraiment peur? S'il y a de la peur, peut-être il n'y a personne qui a peur ici. Je dirais peut-être l'inconnu sur cette histoire de Covid, mais bon, après, de toute façon, on vit avec et voilà, quoi. Je veux dire, faut, quoi. Moi, personnellement, je fais ma vie et voilà, quoi. Je veux dire, je respecte ce qui se dit. Voilà, je reste confinée chez moi. Quand je vais au magasin, je mets masque et gants. Je sors pas mes enfants. Là, je vais les remettre à l'école, mais entre midi et deux, j'irai les chercher. Pas de garderie. Et, et voilà, alors c'est vrai que c'est un peu embêtant pour ma vie professionnelle parce que je peux pas faire comme je veux vouloir, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, et puis on verra bien, quoi. Voilà, je veux dire, de toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Donc voilà, quoi. Voilà. Et puis j'ai envie de dire, quoi, il y a aussi toute cette histoire, comme vous dites, tout à l'heure, de se reconnecter à la terre, tout ça. Quoi, je veux dire, je médite, je prie. Et on a la chance d'avoir une paroisse qui est très interactive avec nous et des pères qui nous aident beaucoup, je veux dire, à être avec nous, je veux dire, en interaction, dans la joie, dans la prière. Et je trouve que ça nous aide beaucoup dans ce moment-là difficile. Et ouais, je sais pas, je suis bien, voilà, je suis en paix avec moi-même, quoi, vous voyez. Voilà, j'ai mon mari, mes enfants, tout va bien, quoi. Voilà. Ouais, c'est un beau témoignage de l'essentiel. Revenir à l'essentiel. Je souhaite à tout le monde ça, en fait. Voilà, là, vous voyez, on attend fin mai, voilà, on attend là la fête des mères pour pouvoir se retrouver. Parce moi j'habite Valence, ma belle-sœur habite sur Lyon. J'ai proposé qu'on se retrouve tous ensemble. Voilà, c'est le point de ralliement pour que tout le monde fasse 100 km et qu'on se retrouve en famille et qu'on fasse l'anniversaire de tout le monde, qu'on se voit tous. Et on est une vingtaine à peu près.
et qu'on se retrouve tous, vous voyez, et parce qu'on est très proches les uns des autres, tous les cousins et les cousines, les petits-enfants. Et voilà, et amour, voilà, l'amour de la famille, voilà, c'est le plus important. Voilà. Et c'est ce qui nous manque le plus, en fait, de ne pas se voir, parce qu'on est une famille très, très fusionnelle, en fait, où on se voit quand même très régulièrement. Et le fait de pas pouvoir se voir, c'est vrai que c'est dur. Alors, heureusement, il y a des vidéos comme ça, Zoom et tout ça. Heureusement, la technologie, c'est chouette, on peut se voir quand même, mais ça fait pas tout quand même. Donc, c'est vrai que j'ai pu passer l'autre jour sur Lyon, faire un coucou vite fait, parce que j'avais un médecin à aller voir. Et du coup, j'ai fait la surprise à mes neveux et nièces de venir leur porter leur coucou de Pâques. Ils étaient tout contents de ma belle-sœur. Mais c'est quand que tu reviens nous faire un coucou? J'ai dit, écoute, dès que je peux, je reviens et tout. Ils étaient contents. Donc, voilà, quoi. Donc, ouais, l'essentiel. L'essentiel, c'est, moi, je dis toujours l'amour, la famille. Voilà. Et la foi, surtout la foi. C'est très important, la foi. Voilà. Merci pour ce beau témoignage. Ouais, c'est hyper précieux, la famille, et puis de se rendre compte à quel point, parce qu'on manque de quelque chose, on se rend compte de la valeur que ça a. Et souvent, ça, c'est le propre de l'humain, quoi. Il ne se rend pas compte de ce qu'il a. Mais c'est tout bête, hein. Ça peut être, vous vous rendez pas compte que c'est facile chez nous. Enfin, moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu beaucoup en Afrique de l'Ouest. L'eau, il fallait aller la chercher au puits le matin, et il y a des jours, il n'y avait pas d'eau, hein. Ici, on ouvre un robinet, il y a de l'eau. Et on ne se rend pas compte de la chance qu'on a juste le jour où ça marche plus. Où là, on va râler parce qu'il n'y a pas de pompiers de dispo. Ça, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé, ça. Et du coup, il y a vraiment ce truc de revenir à l'essentiel, de se rendre compte de la chance qu'on a et à tous les niveaux, et que c'est une chance de pouvoir aujourd'hui, je veux dire, la planète Terre, elle est grande, quoi. Et en période Covid, c'est quand même une sacrée chance, les bébés qui naissent en France et en Europe, quoi. C'est une autre histoire ailleurs, en période Covid. Hors Covid, enfin, moi, j'ai aidé à enfanter plusieurs personnes en Afrique de l'Ouest, et tout va bien. En période Covid, il y a tellement un niveau de stress, d'inconnu, de peur qui est réveillé là-bas, que je dis ça parce que je suis en contact avec des personnes là-bas. On a de la chance. Ah oui, non, mais on a de la chance, on peut lâcher prise, et on a quelque chose où on a vraiment à bosser ça, nous, là, dans nos cultures, d'accepter de lâcher prise et de revenir à soi, aux sensations à soi. Parce qu'il y a toujours quelque chose, on veut tellement avoir le contrôle vers l'extérieur que ça amène du stress et de la peur. Parce qu'on ne peut pas avoir le contrôle. Ça serait comme vouloir avoir le contrôle de vouloir savoir quand on va mourir et comment, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Ou de savoir avant d'enfanter, on voudrait savoir comment ça va se passer à la naissance. Et c'est impossible. On peut juste revenir au moment présent à soi et enlever toute source de stress et de peur, parce qu'on ne peut pas maîtriser. C'est impossible. C'est vrai Par que définition, je ne sais pas, dans la minute qui va suivre, je ne sais pas ce qui va se passer là, maintenant. Et c'est vrai que c'était un peu, pas mon rêve, mais c'est vrai que j'avais envie de savoir, en fait, parce que j'ai 3 enfants. Et en fait, quand j'ai eu mon aîné, je me demandais comment ça allait se passer. J'étais impatiente et tout ça. Et puis, en fait, pas de bol, parce qu'au lieu d'accoucher normalement, j'ai fait de l'enclampsie. Et en fait, à la visite de contrôle du gynéco, il m'a dit, oh là là, il m'a dit, non, 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 vous avez 17,5 de tension, je vais vous garder en observation. J'avais des édèmes et tout ça. Et puis, il m'a dit, donc il m'a gardé en observation à la maternité. Ils m'ont donné des médicaments pour faire baisser, en fait, l'hypertension. Et puis, finalement, ça n'a pas fonctionné. Ça me rendait malade. J'étais presque au terme. J'étais à 10 jours du terme. Et du coup, il m'a dit, bon, vous le déclenchez. Sauf que le déclenchement n'a pas fonctionné. Et résultat des courses, ça a fini en césarienne d'urgence. Et mon bébé était en souffrance parce qu'il était bleu. Et moi, c'était mon premier, donc je ne savais pas.
Je veux dire, j'étais un peu, surprise de voir mon bébé bleu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est normal. Ouais, tu parles, mon pipeau. Voilà, je veux dire, et encore, mon fils, il s'en est très très bien sorti, hein, Dieu merci, heureusement. Mais je trouve quand même qu'on manque d'informations, je veux dire, pour beaucoup de choses. La césarienne d'urgence, je veux dire, j'ai appris après par la suite que normalement, les pères ne sont pas censés entrer en salle d'accouchement, en fait, voilà. Et moi, je dis non, bon, comme mon mari est dans le médical, je dis non, moi, mon mari, voilà, il fait de la chirurgie tous les jours. Moi, il y aura des questions que mon mari n'assiste pas, c'est notre premier. Moi, j'ai fait un patin couffin pour que mon mari y soit. Donc, au final, vu qu'ils ont vu que j'étais déjà sur les dents, ils ont dit, ouais, c'est bon. Le mari, il va venir en salle de naissance. Mais, ouais, pour moi, c'était compliqué, je veux dire, difficile que mon mari ne soit pas là. Donc, au final, il est venu quand même. Mais c'est une césarienne d'urgence, c'est difficile de se remettre, en fait. C'est comme m'a expliqué après, par la suite, parce qu'après j'ai eu mon deuxième, et pour mon deuxième, on m'a expliqué que en fait, la césarienne d'urgence, on ne se remet pas comme une césarienne programmée. Et du coup, alors je comprends quoi. J'ai du mal encore à comprendre. Bon, je vais faire des formations parce que mon but, c'est de devenir doula. Donc, voilà. Et puis d'accompagner les mamans voilà, à enfanter. Et puis après, à les aider après, plus tard. Et du coup, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, en fait, pourquoi, en fait, on a du mal à se remettre d'une césarienne en fait d'urgence plus qu'une césarienne normale en fait. Mais moi, tu vois, je vais être assez sans remettre en question ce qu'on t'a dit, je ne sais pas qui t'a dit, dans quel contexte. J'ai toujours du mal avec les normes en termes de général, tu vois, pour tout le monde. C'est plus difficile de se remettre d'une césarienne d'urgence que d'une césarienne programmée. Déjà, moi, à l'intérieur de moi, ça vient crisser, tu vois, au niveau du cœur. Ça se C'est ce qu'on m'a dit. Oui, mais il y a ce qu'on te dit, il y a ce que tu sens. Et toi, qu'est-ce que tu sens? C'est comment toi, tu t'en remets. Une mère qui a programmé une césarienne, encore une fois, peut-être elle l'a très mal vécu, même si c'est programmé, c'était pas son projet. Mais moi, de toute façon, on m'a pas laissé le choix. Je veux dire, moi, je l'ai assez mal vécu dans le sens où, comme moi, j'ai ressenti, on m'a interdit de mettre mes enfants au monde, tu vois. Je veux dire, j'ai pas pu mettre mes enfants au monde, je veux dire, parce que j'étais en obésité, parce que j'avais une césarienne d'urgence en premier. Donc, du coup, mon deuxième m'a dit, ah non, votre bébé fait 4,260 kg, on vous fait une césarienne programmée. Hein. Et puis, la petite dernière, pareil. Hein. Ah non, hein, c'est un numéro 3, direct, césarienne. Hein. Et du coup, c'est vrai que j'étais très frustrée de ne pas pouvoir mettre au monde mes enfants. Pour moi, ça, c'était très dur. Alors, moi, j'ai fait un travail sur moi psychologiquement, et puis voilà, je veux dire, ça m'a passé. Hein. Mais ouais, je trouve que c'est dur, ça. Et ça, c'est vrai que j'aimerais pouvoir... Je veux dire, les futures mères que j'accompagnerai plus tard dans mon métier de doula, j'aimerais pouvoir les aider par rapport à ça, si ça venait à arriver. Tu vois, alors si ça t'intéresse, tu peux venir, hein, je propose des stages, le prochain c'est en juillet, une semaine autour de l'enfantement et la grossesse, avec transmettre des outils de bon sens, de savoir traditionnel pour accompagner les grossesses et enfantements et puis les premières semaines, premiers mois. Et puis là, en ce moment, il y a les ateliers en ligne tous les lundis et les replays sont aussi accessibles. Si tu veux, au final, ce qui est important, c'est à la fois d'acquérir des outils et de savoir ce qui se passe. Oui, on ne parle pas assez des césariennes, des bébés bleus, des cordons autour du cou, parce qu'on est dans une société où on ne parle pas de la mort, déjà. Parce qu'on n'arrive pas à entendre que la mort fait partie de la vie et qu'en fait, les deux se côtoient vraiment en même temps. Quelqu'un qui meurt, il est en train de naître à quelque chose d'autre, et quelqu'un qui vit,
qui est en train de naître, il est en train de mourir à sa vie intra-utérine pour naître à autre chose. Les deux se donnent la main constamment. En même temps qu'on parle, il y a des cellules qui meurent et d'autres qui se multiplient. Et on est dans un pays où on veut tellement la vie à tout prix qu'on ne veut tellement pas accueillir la mort qu'en fait, on est des morts vivants. Parce que moi, j'appelle des morts vivants. Et en fait, moi, ce que je transmets, c'est des outils, et je le vois quand on est dans une société, il y a beaucoup plus de gens qui viennent les lundis aux ateliers que les mardis, dès que ça parle de l'accompagnement. Et pourtant, j'ai parlé du deuil périnatal, et pourtant, Ça m'intéresserait, ça. Il peut naître, oui, et c'est pas différent d'un deuil et d'une autre mort. La mort peut survenir à chaque instant. On n'a pas le contrôle sur ça. Et pour moi, quelqu'un qui accompagne une accompagnante à la naissance et celles qui accompagnent le mieux, ceux qui accompagnent le mieux, la plupart du temps, c'est des femmes. Depuis la nuit des temps, c'est plutôt les femmes qui accompagnent les femmes qui enfantent et puis qui accompagnent les fins de vie et les décès qui s'occupent des corps. C'est celle qui n'a pas peur de la mort. Celle qui n'a pas peur de la mort, elle sent la mort. Moi, je sais quand ça sent la mort. Je sens. Et du coup, j'accompagne plutôt les naissances à domicile et je sens quand ça sent la mort. Des fois, je le sens pendant la grossesse. Et là, du coup, ça m'arrive de refuser des couples parce que quand je leur dis, je ne vais pas leur dire que ça sent roussi, mais quand je leur dis, est-ce que vous avez prévu, au cas où, ça serait peut-être bien qu'on parle si au cas où il y aurait besoin de faire une césarienne ou au cas où, est-ce que vous êtes inscrit dans une maternité? Et quand je me retrouve avec des parents qui sont complètement extrémistes et de non, moi ce que je veux c'est à la maison, ne me parle pas d'hôpital, ça met des gens en stress. Et que moi je dis oui, tu sais, mais la naissance, il y a comment on la prévoit et puis il y a comment elle va se passer dans la réalité. Et ça, tu ne peux pas contrôler. Et moi, des fois, j'ai des flashs, je vois déjà comment ça va se passer, tu vois. Et quand les parents, ils résistent, ok, moi je dis, moi je peux pas vous accompagner là. Non, mais c'est clair. Trop extrémiste. C'est pas possible. Parce que je sais que quelqu'un qui est extrémiste mais qui n'est pas d'une culture africaine, c'est des gens qui n'acceptent pas la mort. En Afrique, les femmes qui enfantent, elles savent à tout moment que ça se côtoie et elles savent qu'elles peuvent perdre leur vie en même temps qu'elles enfantent. Il y a vraiment cette conscience qui fait que personne ne prend aucun risque. Et que si ça arrive, c'est très rare. Parce que de toute façon, moi, j'ai appris là-bas à gérer une épaule coincée dans le bassin, à gérer un cordon autour du cou, à gérer un bébé en siège. Parce que de toute façon, le premier médecin à l'hôpital, il est à 6 heures de bus. Donc, il faut savoir gérer, en fait. Et c'est juste une question de bon sens. Et puis de transmission de savoir. Et il y a ce truc, parce que j'ai pas peur de la mort, c'est seulement si on n'a pas peur de la mort qu'on peut pleinement accompagner la vie. Et c'est à ce moment-là qu'on est pleinement vivant. C'est seulement parce qu'on se sent pleinement vivant en ce moment et qu'on revient à ses sens qu'on ne rentre pas dans cette boucle du stress et de la peur. Parce qu'en fait, on sait que de toute façon, Covid ou pas Covid, dans la minute qui suit, on peut mourir tous, toutes. Ah ouais, non, mais complètement. Rien. Et du coup, du moment où on se souvient de ça à chaque instant, on est pleinement vivant avec ce qui est là. Et là, il n'y a plus d'accroche possible, en fait. Il n'y a plus de porte d'entrée où ça va venir amener du stress et de la peur. Il y a juste, ok, c'est ce qui flotte autour, très bien. Mais ça ne va pas venir nourrir la peur et le stress. Je sais qu'elle est là, mais moi, je sais que je suis pleinement vivant et puis que quand mon heure elle va être arrivée et je vais le sentir parce que j'en ai pas peur. Il y a des gens qui vraiment sentent ça. Il y a des jours où ils sentent qu'il ne faut pas qu'ils prennent la voiture, ils prennent quand même, bam, ils ont un accident et ils meurent dans l'accident. Et c'est vraiment, plus vous revenez à l'écoute de vous et vos sens, plus ça développe le fameux 6e sens. Et voilà, et plus vous êtes dans vos baskets, qui fait que vous allez faire les bons gestes en tant qu'accompagnant, en tant qu'infirmier, en tant qu'aide-soignant, en tant que médecin, en tant que maman qui enfante, en tant que personne qui va mourir, en tant qu'accompagnant de fin de vie. Et du coup, vous savez en fait, vous savez que la vie, avec un V, elle est bien plus grande et qu'on peut juste s'incliner et accepter ce qui est. Tout à fait. Et plus on est dans la résistance, plus on se crée du stress et plus il y a les peurs qui sont là et plus ça nourrit le cercle en boucle en fait. Et du coup, ça nourrit pas le cercle vertueux de la sérénité et de se poser. Et tout ce qu'en ce moment je vous transmets au travers des ateliers, c'est vraiment pour vous donner des billes avec ça.
Et ça tourne toujours autour de ça, en fait, de faire confiance à la vie qui vit en vous, d'apprendre à l'écouter tous les vendredis matins avec des petits outils pour apprendre à écouter ce qui se passe dans le toucher, dans le mouvement. Demain matin, c'est les 4 éléments, liés aux 4 âges de la vie, en fait. On n'a pas le même taux d'énergie, il ne se passe pas la même chose dans le corps quand on est bébé, quand on a 10, 15, quand on a 30, 40, 50, 60 et plus. Et que ça, à chaque âge, il y a une roue qui tourne, en fait, qui est liée aux directions, qui est liée aux éléments dans le corps, qui est liée aux éléments de la terre, du feu, de l'air, de l'eau. Et plus on a l'écoute de ça en soi, plus on a l'écoute du vivant, plus ça respire. Et plus on est dans l'axe et on sait ce qui se passe. À chaque instant, on fait ce qui est bon pour soi. Et l'extérieur, c'est OK. Ça vient juste résonner avec nous et ça circule. Et les lundis, voilà, c'est des billes plus précises autour de l'enfantement. Donc là, on a fait le périnée, le placenta. Et la semaine prochaine, c'est autour de la place du père et de la notion de triade depuis la conception jusqu'à grossesse, enfantement et puis jusqu'aux premières semaines du bébé. C'est quoi le rôle du père? C'est quoi sa place au niveau symbolique, énergétique, au niveau cellulaire? Voilà, le père, il amène le spermatozoïde, c'est pas la même énergie qu'un ovule. Et voilà, comment ça dialogue, tout ça. Et puis les mardis, c'est autour de la fin de vie. Et voilà, là, on a vu les 4 phases du deuil pour la première fois, de comment rentrer, accepter ce processus organique du deuil qui se met en route, et puis de peut-être vouloir se mettre un travail de deuil, faire un travail de deuil pour mettre de la conscience sur tout ça et avancer. Parce que le deuil, souvent la mort, quand ça touche quelqu'un qui est âgé, elle est beaucoup plus acceptable. Une mort qui touche un enfant, un nouveau-né, c'est terrible. C'est terrible. Et du coup, c'est comment on avance avec ça. Et puis, et la semaine prochaine, ça sera sur comment officier des cérémonies de départ à partir des 4 éléments. On est constitué des 4 éléments et un corps qui meurt, et ben voilà, il se vide de ses liquides. Il y a plein d'étapes en fait. Et moi, j'arrête pas d'en parler. J'en parle de manière aussi fluide que je parle des naissances, parce que ces 2 grands passages, en fait, c'est important de savoir quoi. Comme la naissance, on perd les os, la délivrance du placenta, le nombre de sang qu'on va perdre, avoir du sang, d'en parler avant. C'est important, même pour les pères, quelqu'un qui a peur à la vue du sang, bah, c'est bien qu'il sache qu'à la naissance, il y a probablement pas mal de sang, quoi. Et comment il est avec cette idée-là. Et c'est de la même manière, quelqu'un qui part, et bah oui, il perd ses liquides, et d'en parler, le corps se durcit, puis après, de nouveau, il y a des étapes, il redevient un peu plus moelleux dans les tissus, c'est le moment où on peut changer, faire les mâchoires, changer. Enfin, moi, je lave les corps et je m'en occupe, donc je connais vraiment de A à Z toutes ces étapes de la vie. Et plus on en parle, plus on est OK avec ça. Et du coup, parce que comme tu disais, la peur, elle vient de l'inconnu. Donc, toutes les zones de stress qui viennent de l'inconnu, là où on n'a pas le pouvoir, en ce moment, le Covid, on ne sait pas, il est arrivé. On sait juste que c'est un truc de malade planétaire qui a une énergie de fou. Enfin, je veux dire, la star, on prend une star internationale, elle lui arrive pas la cheville. Il a réussi à toucher le monde entier en 2-2. Donc, soit on voit le Covid comme un truc affreux et horrible, soit on se branche à l'énergie du Covid. Il a une énergie de malade. Et qu'est-ce qui nous fait faire? Enfin, on n'a jamais été aussi proches, bien qu'éloignés les uns des autres, on n'a jamais été aussi proches de notre humanité. On revient à l'essentiel, à notre humanité grâce à lui. Du coup, on récupère notre énergie. Et de la même manière que lui, il en a plein. Et il se propage hyper vite. Et ben pareil, il nous invite à faire pareil, à revenir à notre énergie. Et que ça, du coup, soit on reste avec l'inconnu et le mental, soit ce qui est connu, c'est quoi? Il y a le Covid, il y a une énergie de fou. Ok, reste avec ça. Le traitement, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y en a, ils parlent de vaccins, d'autres pas, d'autres d'argile, d'autres zinc. Chacun a ses recettes, machin. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. On ne sait pas encore assez sur ce que c'est. Par contre, on sait juste qu'il a une énergie de fou et qui se transmet facilement. Ok, alors on reste sur le positif. On met les lunettes sur ok, il a une énergie de fou et je me branche à l'énergie du Covid. Juste à son énergie. Et c'est un truc de fou. C'est juste l'énergie de vie qui circule, en fait. Il fait partie du vivant. Et de la même manière, toutes les zones qui peuvent être inconnues pour une naissance ou un départ, et encore plus en ce moment,
comment je vais ramener du connu? Comment c'est important de parler de la mort, de ce qui se passe pour un corps qui meurt? Comment c'est important de parler de naissance, de donner des billes, d'avancer avec ça, en fait. Et du coup, voilà, c'est comment on va dans ces zones-là, de revenir à soi et de revenir à ce qui est connu. Ce qui est connu pour ça. Et comme ça, on enlève tout ce qui peut être inconnu et toutes les zones de stress et de peur qui peuvent émerger. Et ce qui est connu, c'est que quoi qu'il arrive, un enfantement, ça se passe comme ça. Voilà, le placenta, il va y avoir la délivrance du placenta, la place du père, c'est ça. Et plus on a toutes ces billes-là, plus on est dans ces baskets et plus l'environnement s'adapte et que c'est un dialogue qui se passe en fait. Que ce soit la maison ou la maternité, il y a un dialogue qui se met en route. Et pareil pour les départs en fait, qu'on puisse passer toute une journée avec quelqu'un ou seulement quelques heures par jour. Et parfois, il y a même des personnes, parce que les décrets changent constamment avec le Covid, avec qu'est-ce qu'on fait des morts, mais quelqu'un qui meurt du Covid, la famille ne peut même pas le voir. C'est dans le cercueil, c'est scellé direct, c'est terminé. Donc, les gens ne peuvent pas voir le corps pour faire le deuil. Donc, il y a toutes ces étapes-là, en fait, de savoir avoir entendu ce que c'est, au moins une fois dans sa vie, c'est quoi les étapes du deuil, qu'on en ait parlé. Et comme ça, si on sait qu'on ne peut pas voir le corps, on sait que ça va venir répercuter à un endroit à l'intérieur de nous où la période du deuil, la première phase va être plus longue parce qu'on n'a pas pu voir le corps. C'est ça. Et du coup, comment on peut, en sachant ça, si on connaît bien tout, on enlève le stress, on enlève les zones d'inconnu et donc on enlève les zones de peur. Si on le sait en amont, comment quand la personne meurt, il y a des gens qui l'ont mis dans le cercueil, qui ont fermé. Alors peut-être on peut demander à ces personnes de prendre une photo du corps mort et de nous l'envoyer. Au moins visuellement, on a vu, là c'est la fin, quoi. Le corps, il est mort et c'est irrémédiable. Et ça, si on le sait avant, du coup on peut demander. On peut demander. De la même manière que si on sait que la mort survient à chaque instant, de la même manière qu'une naissance, on sait ce qui va se passer dans le déroulé, même si on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas savoir si césarienne, pas césarienne. Est-ce que le bébé finalement qui est en siège va se remettre à l'endroit des fois pendant le travail au dernier moment? Est-ce qu'on va réussir à le remettre? Est-ce que... Il y a plein d'inconnus tout le temps. Est-ce que c'est la sage-femme qui a fait le suivi qui va être là pour la naissance? Est-ce que ça sera elle qui sera de garde ou pas? Est-ce que ça sera le gynéco-obstétricien que j'ai rencontré ou pas? Donc ça, c'est l'inconnu. Mais si on enlève les zones d'inconnu avec, je vais voir sur Internet, il y a qui bosse dans cet hôpital et cette maternité, et on peut trouver les organigrammes et les trombinoscopes de tout le monde, c'est assez simple. Vous voyez visuellement. Ok, c'est peut-être pas l'obstétricien gynécologue, il y a celui que vous avez rencontré, et vous savez, votre mental, ça le rassure que au moins, si c'est pas lui, ça pourrait être lui ou elle. Et vous auriez vu au moins une fois les visages. Ok. Après, vous lâchez avec ça, parce qu'en vérité, vous ne savez pas qui ça va être, mais ça sera une de ces personnes. Et après, vous revenez à votre pouvoir, c'est-à-dire, oui, qu'est-ce qui va se passer pendant la grossesse? Comment je sais quand le travail a vraiment démarré, si c'est un faux travail, le vrai travail? De tout savoir, en fait, tout le circuit, de quand les contractions vont s'accélérer, du moment où il va y avoir le bébé va naître, la délivrance, combien de temps, avec le cordon, quand la pulse s'arrête, enfin, toutes ces étapes, en fait. De plus vous vous informez sur ça et plus vous avez ces billes avec vous, plus vous savez ce qui se passe à chaque instant. Et donc, il y a moins de zones d'inconnu et moins de zones de peur et moins de zones de stress. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est de revenir à reprendre son plein pouvoir et sa pleine puissance. Et ça va encore une fois au-delà d'enfanter à la maison, au-delà de finir sa vie à la maison ou en milieu hospitalier. C'est que si vous savez ce qui se passe, moi, quand j'ai accompagné mon grand-père récemment sur ces derniers jours, il était dans une maison de convalescence, donc plutôt hospitalier, avec du matériel. Mais voilà, comme je suis quelqu'un sans être infirmière et médecin, mais qui connaît quand même pas mal de vocabulaire dans ce domaine-là et qui connaît très très bien le corps humain, je savais ce qu'ils étaient en train de faire. À chaque instant, j'étais pas stressée. Et parce que je savais ce qu'ils faisaient, je pouvais, moi, lui expliquer avec des mots plus simples, je pouvais le rassurer, je pouvais être pleinement présente avec lui, lui dire, là, ils vont faire ça, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Ok, tu veux pas, très bien. Et ça, c'est hyper précieux, en fait. Ouais. Et ça, on peut pas...
il faut accepter que la mort fait partie de la vie à chaque instant. Et si on parle de la mort, on parle de la vie. Et les deux, c'est vrai, quelqu'un qui meurt, il se passe les mêmes étapes que quelqu'un qui naît, et dans le sens inverse. Il y a la perte des os, bah, c'est pareil. Un corps qui naît, il y a la perte des os. Il va se vider de tous ses liquides. Il se passe la même chose. Et si on sait ça, alors même si des fois, il y a des gens, ils ne veulent pas savoir. Hein. Et encore une fois, je le vois, hein, les ateliers qui touchent à la fin de vie et la mort, il y a beaucoup moins de monde que la naissance. Parce qu'on est dans une société où on voit la naissance comme quelque chose d'hyper joyeux, hyper beau. Il y a un enfant qui va arriver au monde. Bon, en fait, c'est pas toujours glamour une naissance, quoi. Pas tout le temps. Quand il y a une césarienne d'urgence, c'était pas forcément glamour comme le truc rêvé. Bon, bah, il y a des morts qui sont hyper glamour et d'autres moins. Quelqu'un qui meurt dans un accident de voiture décapité et qu'après, voilà, pour que la famille le voie, il faut recoudre la tête au corps, c'est moins glamour que quelqu'un qui meurt de manière organique, qu'il faut qu'il arrive vers sa fin de vie, qu'il a son dernier souffle. Et il n'y a qu'en parlant de tout ça, plus on en parle et moins on en a peur. Parce que tout ça peut arriver. Et plus on peut être présent à ce qui se passe. Ouais. Non, c'est vrai, ça. C'est vrai. Est-ce que, Steph-Marie, je te vois attentive, parfois ailleurs, réfléchir, je te sens réfléchir, noter. Est-ce que tu veux partager quelque chose? Non, en fait, je t'entendais parler de la mort. Et en fait, la mort, c'est mon métier. Donc, voilà. Oui, je me retrouve vraiment bien dans tous ces propos-là. Quand je dis que la mort, c'est mon métier, c'est que je suis très récemment diplômée en tant que thanatopracteur. Et la thanatopraxie, pour toi qui es familière des toilettes sur les personnes décédées, bon, c'est autre chose qu'une toilette. Et c'est un acte quand même qui est assez invasif. Ouais, c'est de la chirurgie, hein. Ah oui, pratiquement, oui. Alors, je t'entendais parler de personnes accidentées. Enfin, voilà, je dirais que ça fait partie du quotidien du métier du thanatopracteur. Et alors, ce virage à 180 degrés, parce que c'était pas ma profession d'avant, hein, voilà. Je l'ai fait avec cette envie, justement, cette conviction, cette profonde conviction que vie et mort sont intimement liés. Et qu'en l'occurrence, tous les stades que tu présentes hein, sur la liquéfaction des corps, la perte des os, enfin, c'est vraiment exactement la même chose. Et qu'en l'occurrence, surtout en ce moment, le travail de soin des morts n'a jamais été tant précieux. Et alors, paradoxalement, tous les thanatopracteurs sont au chômage. Oui. Et bon et oui. Avec les décrets, il y a interdiction de... On peut laver les... Enfin, moi, je viens de perdre une amie qui s'est suicidée il y a 15 jours à peu près. Et elle est passée juste après le décret. Avant, on ne pouvait même plus laver les corps. Elle est passée, on pouvait au moins laver les corps, mais les soins de conservation ne sont pas autorisés en ce moment. Donc, tous les thanatopracteurs, dont c'est le métier, en fait, d'aider, d'accompagner le... En fait, on devient des poupées de cire du moment où il y a un soin de conservation et c'est d'accompagner l'âme à partir. C'est vraiment le moment où il faut qu'elle parte parce qu'après, le corps, il est juste là pour permettre aux familles de faire le deuil, mais l'essence du corps est partie. Et là, c'est la grande difficulté que je peux avoir en tant que jeune thanatopracteur, c'est que dans cette profession, c'est vraiment, on s'attache à traiter une pathologie, traiter un corps dans sa densité, de matière et organique, pathologie, voilà, et pas voilà, cet accompagnement qui est quand même la personne, alors soit la personne qui s'occupe de la toilette, soit le thanatopracteur,
ou la thanatopracteur, c'est quand même la personne qui s'occupe de celui qui s'en va en dernier. Et pour moi, c'est d'une noblesse absolue. Bon, alors c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément un avis qui est partagé par l'ensemble de la profession, puisque voilà, on traite une pathologie et on va pas forcément s'attacher à être en lien à la personne, à son entourage, à ce qui se passe avant, à ce qui se passe après, puisque le thanatopracteur, il arrive à ce moment-là bien précis et il repart après. Hein. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est le continuum, il est incontournable. Oui. Incontournable. Et donc, c'est dans ce sens-là. Tu parlais de l'atelier de mardi. Moi, ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse d'en savoir plus un peu sur cette ritualisation des cérémonies, parce que je me sens bien plus thanadoula que thanatopracteur. Oui. Et je comprends, ouais. Et c'est vraiment dans ce sens-là que aujourd'hui, plus que jamais, et je bénis le Covid, voilà, pour ça, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y aura, je l'espère, une prise de conscience sur la façon dont on accompagne, alors bien sûr, les naissances, mais aussi, aussi la mort. Les départs, oui. Mais les deux font miroir, hein. Le jour où on saura accompagner nos naissances, on saura accompagner nos morts, et le jour où on sera accompagné pleinement nos morts, on saura sans doute accueillir un peu plus pleinement la vie, quoi. Ouais. Et alors, l'un ne va pas sans l'autre. Ça, c'est évident, quoi. C'est étonnant parce que j'ai une amie proche qui vient d'accoucher. Avec un accouchement qui a été plutôt rock'n'roll. Et alors, elle me racontait un peu tout ça. Jusqu'au dernier moment de sa grossesse, elle s'est mobilisée dans un pays en guerre. Voilà, avec des termes bien, bien précis. Elle s'est mobilisée à coudre des masques pour le personnel, y compris pour le personnel funéraire, alors qu'elle-même donnait la vie quelques temps plus tard, hein, donc en l'occurrence c'était la semaine dernière, en fin de semaine dernière, et elle me disait, mais dis donc, bon sang, ma petite fille, elle a, waouh, un sacré karma quand même, hein, à vouloir naître en plein Covid. Et oui, et ben voilà, c'est il y a des personnes qui naissent, il y en a d'autres qui s'en vont, et c'est comment faire cette transition, comment... Oui. Je suis très admirative des doulas de naissance, voilà, cette façon d'être au service d'eux. Et au même titre que je me sens clairement être une doula de la personne qui s'en va, tout en accompagnant ceux qui... Mais avec cette relation au corps qui est très, très particulière. Oui. Ouais, et puis elle est vraiment précieuse. Moi, je sais que ça m'arrive. Hein, maintenant, il y a quelques thanatopracteurs qui commencent à me connaître, dont un à côté de chez moi, avec qui, quand c'est lui qui est là, c'est OK. Parce qu'il y en a qui... J'ai beau dire, mais je connais, j'ai déjà vu tout ça. Il y en a qui ont peur, qui disent, bah oui, mais moi, il n'y a jamais personne qui m'a accompagnée pendant le soin. Et ça me stresse, parce que s'il y a quelqu'un qui est là et qui me stresse, je risque de me foirer. Donc, je comprends. S'il y a le moindre stress, c'est OK, je ne suis pas là, j'attends. Donc, j'attends pendant la demi-heure ou l'heure. Et puis, il y en a que je commence à connaître. Donc, je peux être là pendant. Et du coup, on travaille à deux. Moi je ne sais pas faire la chirurgie. Ça ne me gêne pas du tout de le voir. Mais du coup, moi, je suis plutôt sur le plan de l'âme, où je peux chanter, où je peux du coup masser la personne, inviter à ce que ça parte, puis que ça se remplisse d'autres choses. Et c'est tellement, tellement... en effet, tellement précieux, en fait. Tellement précieux de... Toutes ces étapes, en fait, elles sont précieuses. À chaque fois, ça raconte quelque chose. À chaque fois, il y a un lien avec le vivant. Chaque étape est une étape nécessaire. Et dès qu'une étape est dans l'ombre, ça va pas. Enfin, je me dis, mince, il y a encore un truc à débloquer dans nos sociétés, quoi. Parce que... Oui.
enfin, j'ai un discours à contre-courant, mais un thanatopracteur dira mais une personne égale un soin. Et en l'occurrence, non, parce que, comme tu l'as dit, il y a des personnes qui ne nécessitent pas de soins. Et il y en a d'autres où vraiment, pour faciliter le travail du deuil de ceux qui restent, eh bien c'est important. C'est hyper important. Et en l'occurrence, voilà, un thanatopracteur, enfin moi je serais curieuse de te voir à l'œuvre, dire au revoir à la personne, etc., avec tout un rituel et avec un thanatopracteur à côté, parce que je n'ai jamais eu l'occasion, moi, de le faire, mis à part des rituels qui sont les miens, qui sont ceux de demander, avant de faire un soin à la personne, quelle qu'elle soit, de lui demander son autorisation. Oui. À pouvoir le faire. Oui. Parce que, quoi qu'on en dise, on sent quand il y a de la résistance. Oui, dans les tissus, c'est très clair. Hein. Je suis bien d'accord. Oui. Et ça, des fois, c'est là où moi, je suis comme toi, j'accompagne autant les naissances que les fins de vie de manière globale et holistique. C'est que c'est important pour moi qu'il y ait le dialogue à chaque instant. Et que de la même manière qu'on peut prévoir comment va être une naissance, de la même manière on peut prévoir un décès. Quelqu'un qui sent qu'il est sur sa fin de vie, on peut en parler. Qu'est-ce qu'il aimerait? Comment ça se passe? Incinérer, pas incinérer, soins de conservation, pas soins de conservation. Non, j'ai toujours refusé les hôpitaux, la chirurgie, je veux pas de soins de conservation. Ok. Est-ce que tu as conscience qu'on ne sait pas comment ton corps va évoluer et se déformer? Est-ce que c'est ok pour toi et pour la famille, pour tout le monde, que peut-être tu seras dans un sacré état? À voir. Ah ouais, non, en fait, ça me rend mal pour la famille, donc ok, je veux bien. Ok, donc il y a quelque chose qui se clarifie avant. Et puis pendant, peut-être ça raconte autre chose. Et c'est comment on peut ouvrir cet espace de, écoutez, je suis embêtée en tant que thanato, quoi, de dire je sens sous les tissus que ça résiste. Il y a quand même le, oui, avec son cœur, il était ok pour vous de faire un soin de conservation, mais là, en fait, dans les tissus, c'est hyper fort, c'est en train de résister. Qu'est-ce qu'on fait? Et de nouveau, on réouvre le dialogue. Et qu'est-ce que la famille dit? Non, bah laissez tomber, si ça résiste trop. Non, bah on va lui parler, on va lui dire que quand même pour nous c'est important. Puis peut-être de nouveau les tissus relâchent à un endroit parce que la famille a pu lui parler. Et pour moi, tous ces espaces-là, ils sont tellement mais précieux et importants. Et je me bats pour qu'on ouvre les portes et qu'on ouvre et qu'on ouvre. Parce que c'est pas évident, souvent c'est assez chronométré, toutes ces histoires-là. Ouais, je me sens un peu seule, moi. Ouais, je comprends bien. Je comprends bien. Oui, voilà, c'est une démarche qui est pas commune. Ben non. Non, parce que c'est devenu un marché. On oublie en fait l'histoire. On oublie l'histoire du thanatopracteur, d'où il vient, comment il est arrivé et de ce qui se passe plutôt que juste un acte chirurgical. Ça, c'est le moyen qu'il utilise. C'est quoi l'histoire des thanatopracteurs? Et on oublie ça. Et quand on oublie ça, c'est aussi un. Moi, quand j'ai débuté cette reconversion autour de ce métier qui était vraiment l'élément central pour moi, parce que je suis dans cette relation particulière au corps, pour moi, le corps de la personne qui s'en va, enfin le défunt, c'est-à-dire la personne qui s'en va, c'est l'élément central de tout ce qui se passe avant, après, voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais devenir thanatopracteur et ensuite je greffe un peu à la façon d'un puzzle tout le reste. Et très rapidement, je me suis dit, mais waouh, c'est un métier, une contrainte, un secteur, avec, bon, il faut dire ce qui est, aussi une rentabilité en matière de temps, bien sûr, financière, enfin avec des enjeux, voilà, chercher le mot, des enjeux économiques et financiers. Et en l'occurrence, c'est quelque chose que j'avais choisi pour la noblesse du métier. Et je l'ai toujours dans mon cœur parce que c'est extrêmement noble, à mon sens, de pouvoir être garant
d'être les dernières mains de la personne, enfin, qui prennent soin de la personne qui s'en va. Pour moi, c'est rien que pour ça, c'est le plus beau métier du monde. Mais en même temps, c'est galvaudé par tous ces, voilà, par le fait d'être dénaturé. Voilà, dénaturé. Alors, je l'espère qu'avec ce nouveau paradigme que nous apporte le Covid, peut-être que les choses changeront. Oui, moi aussi, je l'espère. Oui, et puis d'affirmer en fait les limites, et plus on sera nombreux à... Enfin, moi, je sais que la première fois que j'ai mis les pieds chez des pompes funèbres parce que j'accompagnais le corps, la famille, et que du vivant de la personne, ça avait été demandé que je ne la quitte à aucun moment, même au moment du soin de conservation pour aider l'âme et tout ça, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et je dis, ah bah oui, mais moi, ça a été... Et puis, il y avait un papier, quoi. C'était écrit. Ben, moi, en fait, je suis là. Et je ne partirai pas. Et du coup, j'ai pu voir tous les travers aussi, le manque de matériel, les cartons à côté, tout ça. Et du coup, plus on sera nombreux à être, je dirais, plus il y aura de transparence sur tous ces métiers de l'ombre, plus on pourra grimper autre chose, amener une autre qualité et autre chose. Et plus on rappellera le droit aux familles. Les familles ont le droit d'être près de leur corps. Et plus on rappellera ça, et plus oui, ça va bousculer l'aspect économique. Et bah oui, peut-être qu'il y aura besoin de plus de thanatopracteurs parce qu'il ne pourra pas maquiller quelqu'un pendant qu'il recoue un autre et d'aller d'une salle à l'autre et qu'il en fera un, pleinement un. Parce que jusqu'à le reporter, le mettre sur le lit pour le mettre dans la salle, dans le salon pour que la famille le voie, il fera tout ça. Et que ça ne sera pas tac, t'as fini, t'en fais un autre, puis après, c'est de nouveau les pompes funèbres qui en m'aident. Et quand on arrêtera ça, de la même manière que dans les maternités, quand une sage-femme qui accompagne une naissance ou un obstétricien pourra le faire jusqu'au bout, jusqu'à mettre le bébé sur le ventre de la maman, jusqu'à peut-être c'est lui qui va aller le peser plutôt que de le donner à quelqu'un d'autre qui va aller le peser. Combien de personnes, du coup, touchent la personne? Du coup, on pourra embaucher plus de monde parce que les gens feront leur métier de manière globale, dans une pleine présence du début à la fin. Et du coup, quand on est là-dedans, on ne peut pas faire... Voilà, un obstétricien, il ne pourra pas enchaîner 2-3 naissances. Ce ne sera pas possible. Donc, il faudra plus d'obstétriciens. Un thanatopracteur, un accompagnant de fin de vie, il ne pourra pas enchaîner plein. Et on fait un. Moi, je ne peux pas... la manière dont j'accompagne... des fois, il y a des personnes j'officie aussi les cérémonies, qui me demandent d'officier et de les accompagner jusqu'à la mise en terre ou jusqu'à l'incinération. Et puis après, j'accompagne aussi les familles toute la période du deuil. Du moment où la personne elle est incinérée ou mise en terre, il me faut une grosse semaine avant de pouvoir m'occuper d'une autre famille, tout en continuant à m'occuper de celle qui est dans le processus de deuil. Mais il me faut une semaine, je suis incapable d'enchaîner. Parce que le corps que j'ai accompagné du défunt, il est encore présent. Le sang, quand il flotte, je sens que des fois, il y a encore besoin de l'aider. Des fois, je suis réveillée la nuit, j'ai des flashs, je rêve de ce qui s'est passé pendant la mort, quand il y a des incompréhensions de la famille, je peux décrire en détail après ce qui s'est passé. Donc, je suis pleinement, en fait, je peux pas enchaîner. Et du coup, c'est bien dommage. Enfin, non, c'est pas dommage, mais ça veut dire qu'il y a la place, qu'il y en a d'autres qui travaillent comme moi. Parce qu'il y a des morts toutes les minutes, en fait. Donc, il y a vraiment de la place. C'est juste apprendre à travailler autrement. Et ça, ouais, moi aussi, j'espère que cette période de... Ça implique un bouleversement total. Mais j'ai conscience, alors moi, je ne suis pas révolutionnaire dans l'âme, mais par contre, je crois beaucoup, beaucoup en la force des petits pas. Et, et à la force et au poids qu'un certain nombre de petites initiatives locales, dispersées, etc., puissent au bout d'un moment créer un changement massif. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec les soins palliatifs. Quand on a vu au tout début, quand on voit l'historique des soins palliatifs, c'était un peu ça. C'est des initiatives un peu éparses comme ça, qui au bout d'un moment ont pesé suffisamment pour qu'il y ait un changement massif. Et donc ces deux éléments-là, la force des petits pas et les initiatives qui au bout d'un moment vont s'agréger,
Eh bien, oui, je l'espère. J'espère qu'il va y avoir des choses qui vont changer. Parce que là, en l'occurrence, y compris dans la façon dont on s'occupe de nos morts, ben, tout est saucissonné. C'est-à-dire que dans la culture des silos, il y a l'accompagnement de fin de vie qui est extrêmement bien structuré. Parce que je me suis formée aussi au métier de l'accompagnement de fin de vie. Et donc, on voit bien, il y a tous les réseaux, des soins palliatifs, des clics, des machins, etc., des hospitalisations à domicile. Tout ça est bien structuré. Et puis ensuite, il y a une espèce de tunnel. Et après, il y a les services funéraires qui, eux aussi, sont bien structurés. C'est ça. Oui. Il y a le conseiller funéraire, ensuite il y a le maître de cérémonie, ensuite il y a le thanatopracteur, enfin pas forcément dans l'ordre que je viens de donner. Et on se dit, mais bon sang, la personne, là, tu mentionnes ton ami, voilà, quand on retrace son parcours, quand on est sur une vision transversale des choses, quand on voit le parcours de la personne, celle qui s'en va, et le parcours de l'entourage, ben, ceux qui restent, on se dit, mais bon sang, en fait, ils se retrouvent avec une dizaine de personnes différentes, alors que la problématique, elle reste la même. Et en l'occurrence, ils n'ont personne qui les suit tout du long. Enfin, si, sauf toi. Oui, mais moi, je le fais, mais c'est pas... Alors, les familles sont très heureuses et c'est ça qui fait que je continue à le faire, c'est que je sais à quel point ça apporte et ça nourrit et j'ai à chaque fois des témoignages fabuleux. Moi, c'est une bataille à chaque fois que les familles ne savent pas, mais j'ai toujours des coups de fil de vous nous avez dérangé, on a perdu 10 minutes au cimetière, on avait autre chose à enchaîner. Le coup de la musique et du tambour, c'était un peu trop long. Donc la prochaine fois, on ne refera pas. Voilà. Et parce qu'il y a quelque chose, on n'est pas dans l'organique et qu'il y a des gens qui s'enterrent très vite et d'autres, c'est plus long. Et que c'est comme ça. Et que moi, voilà, il y en a plusieurs, des pompes funèbres qui ont été intéressés de me dire on aimerait bien travailler avec vous. Et non. Travailler avec moi pour que je sois habillée en noir et comme ça et faire un salut et ne plus être à l'écoute. Non. Chaque mort, chaque corps est différent. De la même manière, chaque naissance est différente et que le jour où on arrêtera la femme enceinte de faire rencontrer et le gynécologue, et l'obstétricien, et la sage-femme, et celle qui fait des cours d'autonomie, et puis après l'anesthésiste, au cas où il y aura une césarienne. Pareil, il y a une espèce de fourmilière qui tourne autour, et on en perd l'essentiel. L'essentiel, comme tu dis, c'est celui qui meurt, c'est le défunt, et l'essentiel, c'est le bébé qui arrive et la maman. Et comment, à un moment donné, on peut juste accepter, c'est ça, tout... qu'on travaille tous main dans la main et dans une approche globale et holistique. Et du coup, voilà. Et du coup, on peut imaginer, moi, dans un monde idéal, je rêve de maternité, je rêve de maison de naissance, je rêve de pompes funèbres, mais qui ferait un travail global. Et là, il s'est passé ça, qui se sent d'accompagner cette famille? Ah, moi, je sens, il y a un truc qui m'appelle, bam, j'y vais. Ok, banco, t'y vas. Et toi, je sais que pendant 3 jours, t'es pas dispo. Parce que jour et nuit, à n'importe quelle heure, la famille peut t'appeler, préparer les textes, nanana, t'es pas là. En 3 jours, c'est bon. Je ne t'appelle plus. Et comment on pourrait fonctionner autrement et comment, ça serait super. Ah ouais, ça apporte de l'humanité. Les gens ont tellement besoin de ça, de savoir que c'est la même personne qui s'est occupée de leur mort jusqu'au bout, de leur tenir la main, de prendre des photos, de tout, choisir les vêtements avec eux de la personne, des odeurs, est-ce que vous voulez laver, de toujours laisser le choix à la famille. Là, maintenant, je vais le laver. Est-ce que vous voulez être là ou pas? Je vais le tourner. Il va perdre tous ses liquides. Est-ce que c'est OK pour vous? Sinon, vous pouvez sortir et je viens vous chercher si vous voulez l'habiller après. De toujours impliquer la famille, les rendre acteurs de ce qui se passe. Bien sûr. C'est hyper important. Il y a un élément qui, à chaque fois, m'attendrit toujours autant. C'est que, et parce que c'est notre nature profonde et quelque part parce qu'il y a une résonance particulière, puisque moi-même je l'ai vécu, c'est de
de se voir confier en tant que thanato, donc ça c'était pendant mes années de formation, une couverture. Une couverture parce que on a toujours peur que notre défunt est froid, qu'il est froid. Et donc, sauf que nous, dans les coulisses, on a la couverture dans un sac. Parce que avant, la famille, il a fallu qu'elle donne la couverture au conseiller funéraire, qui ensuite l'a déposée dans un labo, et on arrive en fin de chaîne. Et je pense que ne serait-ce que l'acte même de pouvoir accompagner la famille à poser elle-même la couverture sur son défunt, ça, bien sûr, ça n'enlève pas la peine, bien sûr, mais ça adoucit les choses. Ça pousse de la sérénité dans ces moments qui sont cruciaux. Et moi, les couvertures, c'est quelque chose que je vois de façon très régulière. Voilà, ça m'est arrivé, mais voilà. Et je me dis, mais les couvertures, rien qu'avec ça, rien qu'avec une couverture, il y aurait tant à faire. Ah, mais complètement. Et ça, moi, je sais que pour mon grand-père, où je ne l'ai pas lâché d'une miette non plus, il avait sa couverture du dessus-lit qu'il avait avec ma grand-mère. Quand les pompes funèbres sont arrivées, il l'a enlevé. Je dis non, on emmène la couverture. Elle me dit, mais là, on va le mettre dans un sac, on va passer dans le couloir. Je dis oui, peut-être, mais on lui laisse sa couverture. Et oui. Jusqu'au bout, et j'ai mis la couverture, quoi. Et mon père, après, quand je me suis occupée de l'habiller, c'est mon père qui s'occupait de mettre la couverture. Parce qu'il avait réclamé, parce que ça faisait sens, parce que pour nous, c'était on ne veut pas de vos couvertures qui vont d'un corps à l'autre, on veut sa couverture. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi tout l'aspect énergétique où dans les salons, on ne libère pas les mémoires. C'est des salons qui sont chargés et des fois, les âmes n'arrivent pas à partir parce qu'il y a la mémoire de tous ceux qui étaient avant dans le salon, en fait. Et qu'il y a une inconscience de tout ça et que c'est hyper important qu'il y ait plein de corps de métier qui travaillent ensemble parce qu'il y en a besoin. Et comme les naissances dans une maternité, est-ce qu'énergétiquement, on libère une salle d'accouchement? Est-ce qu'on la libère ou est-ce qu'elle est encore présente de l'énergie de la maman qui vient d'accoucher avant, qui veut influencer? C'est des périodes où on est tellement sensible et à fleur de peau, les départs et les naissances, qu'on sent tout. Un défunt, il sent tout. Un bébé qui vient naître, il sent tout. Il ne peut pas mettre de mots dessus, mais il sent tout. Et du coup, comment on prend conscience de ça et comment on enlève toutes ces zones de stress, en fait, et d'amener de la sérénité. C'est hyper précieux. Et ça... Alors, je vois qu'il est 9h. Là, oui. En tout cas, du coup, on va arrêter pour les causeries de ce soir. Donc, les causeries de jeudi, c'est tous les jeudis soirs avec un thème différent à chaque fois. Et puis, les ateliers, si vous avez envie de billes, de gagner des billes pour gagner en puissance, en autonomie et se reconnecter au flot de la vie, les lundis, c'est autour de la grossesse et l'enfantement. Et donc, on a fait déjà, et les replays sont accessibles, on peut commander les replays. On a déjà fait périnée, placenta, et là, ça va être la triade et le père dans tout ça, lundi prochain. Les mardis, c'est autour de l'accompagnement de la fin de vie et des morts. On a fait les 4 phases du deuil, on a fait les 5 sens pour accompagner les fins de vie et puis pour accompagner un corps qui est mort. Et la semaine prochaine, ça sera autour des éléments, des 4 éléments pour officier les cérémonies. Et puis les vendredis matins, donc c'est les ateliers à 9h le matin, de 9h à 11h pour se relier au vivant. Donc il y a eu la méditation de pleine présence et qui a déjà eu lieu la semaine dernière. Et demain, c'est autour des éléments, les 4 éléments dans notre corps en lien avec les 4 directions, les 4 âges de la vie, avec des moments de toucher, de mouvement et de transmission. Et la semaine prochaine, ça sera sur la peau. Sur la peau. Voilà. Ouais, ce sera sur le thème de la peau. Bon. En tout cas, oui, pour la semaine prochaine, oui, ça m'intéresserait bien sur cet accompagnement ritualisé. Yes. Ouais. Et pour ça, en fait, il suffit juste d'aller sur mon site clairemorinière.com, de t'inscrire à la newsletter. Et tous les dimanches, il y a le menu qui part pour la semaine qui vient. Et puis après, tu suis ça et il suffit de cliquer, t'inscrire à l'atelier. Si tu veux revoir un replay, tu dis que tu ne peux pas être là. Dans le bon de commande, tu indiques ce que tu veux. Et puis, une fois que il y a les règlements qui sont possibles par PayPal ou Paylib entre amis. Et puis, du coup, j'envoie le lien du replay
et puis sinon, j'envoie le lien Zoom pour l'atelier en direct. Super. On m'avait conseillé, on m'avait envoyé vers l'association des doulas de France. Et quand j'ai vu que tu faisais à la fois les naissances et les accompagnements de fin de vie, pour moi, c'était tellement évident que Yes. c'est la raison pour laquelle je suis venue. Et ben, avec plaisir de cette rencontre. Et Christelle aussi, d'avoir rencontré. Oui. C'est chouette. Bah, merci beaucoup à toi aussi, Claire, et puis d'avoir échangé avec toutes les femmes ce soir. C'était vraiment très enrichissant. Et du coup aussi, j'aurais voulu savoir si c'était possible que tu m'envoies pour la formation de juillet, tu sais, par rapport pour les doulas, Oui. en fait. Oui, et ben tu peux Voilà. aller pareil sur mon site internet clairemorinière.com si tu t'inscris à la newsletter. Ouais. Alors techniquement, c'est quand même pas mon job la technique. Même si j'ai fait mon site internet toute seule et que je mets tout en route toute seule parce que je fouine et que j'ai pas l'argent de payer quelqu'un pour le faire, sinon je le ferais clairement. Du coup, j'ai pas réussi encore à distinguer les newsletters, à en faire une que pour ceux qui veulent pour les naissances. Donc tout le monde reçoit tout. Donc parfois, tu lis en diagonale et tu supprimes. Mais les dates, tu peux déjà les trouver sur mon site. C'est du 13 au 19 juillet dans la rubrique En eau chaude, stage. Et c'est le souffle des baleines. Ça s'appelle parce qu'il y aura un travail il y aura un travail spécifique d'accompagnement en eau chaude. Donc il est dans la rubrique En eau chaude, ce stage-là. C'est du 13 au 19 juillet et c'est près d'Agen. 19 juillet. Bon, près d'Agen. D'accord. Okay. Bon, je vais le noter tout de suite parce que sinon j'oublie. Ok, super. Bon, merci beaucoup. Oui, bonne si tu soirée. as peur d'oublier, tu t'inscris à la newsletter et tu recevras le rappel. Ok, super. Merci beaucoup. À très bientôt, Claire. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Merci à au vous. revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir.